Alors, bonjour à tous. Alors, je voudrais faire aujourd'hui une vidéo sur la construction d'un four à bois. Ça donne suite à un groupe sur Facebook que j'ai fait le 11 octobre 2018, un groupe créé à cette époque-là, et puis qui recense aujourd'hui déjà 6000 membres, un peu plus de 6000 membres. Donc bah, c'est bien, c'est que ça intéresse pas mal de monde. Donc juste pour parler de moi vite fait, bah, je suis informaticien, donc je suis pas du tout dans le bâtiment, hein. J'ai clairement pas la science infuse dans ce domaine-là, mais je bricole énormément et je sais prendre les informations sur internet, je sais les utiliser justement. Et puis ça m'a permis de faire plein de choses différentes, dont la construction d'un four à bois. Alors ce qui est très important, c'est de prendre un maximum de renseignements avant de commencer quoi que ce soit. Parce que on voit souvent des constructions sur internet et malheureusement les gens n'ayant pas pris les infos avant de se lancer, eh bien ça débouche sur des erreurs et une fois que les briques sont scellées, c'est un petit peu compliqué de revenir en arrière. L'idée c'est ça, c'est de faire une vidéo. Alors moi j'ai construit deux fours à bois différents dans deux maisons différentes. La première maison je l'ai vendue. Et puis la deuxième, le four est en cours de construction. Donc il est fonctionnel, c'est-à-dire qu'on peut faire cuire dedans, il n'y a pas de souci. Mais l'habillage, la déco on va dire, n'est pas terminée. Bon, ça c'est pas très grave puisque la déco c'est un petit peu à la sensibilité de chacun. Chacun fera comme il le sent avec les matériaux qu'il a, les connaissances qu'il a et puis la déco qu'il souhaite. Là dans cette vidéo là, ce que je voudrais c'est montrer un petit peu les erreurs à ne pas commettre, les points assez délicats à vérifier. Pour justement que les gens qui pourront voir cette vidéo là et qui ont l'intention de construire un four à bois ne fassent pas les erreurs quoi. Ça paraît simple, un four à bois, on pense que c'est un tas de briques hein, en exagérant, mais c'est assez complexe, hein, y a quand même pas mal de petites choses à savoir. Alors voilà, donc comme vous avez pu le voir dans la photo, sur la photo précédente, le premier four que j'ai fait en 2010 prenait place dans une cuisine. Le deuxième, et puis qui est en cours de construction, il prend place dans une salle à manger. Alors c'est vrai que quand on a la chance d'avoir des grandes pièces, on peut se permettre ce genre de choses, d'avoir le four à l'intérieur, mais sinon à l'extérieur sur une terrasse ou autre, ça va aussi très très bien. Donc moi là j'avais pris la décision de le mettre en angle, donc toutes les prises électriques, hein, vous avez vu comment elles ont été posées, donc elles vont dégager bien évidemment. J'ai quand même récupéré la ligne électrique pour voir ce que je peux faire avec. Pour la petite histoire, c'est une maison qu'on habite depuis 2 ans, donc j'ai fait pas mal de travaux déjà dedans. Ailleurs, hein, évidemment, et toute cette pièce-là sera entièrement refaite. Mais il faut commencer par le four à bois, hein, puisque c'est quelque chose qui va faire beaucoup de poussière, surtout au niveau de la découpe des briques. Donc c'est pour ça que j'attaque avant de refaire la pièce. La grosse cheminée qui est à gauche, là vous avez vu, on a même pu mettre la télé dedans, elle va être démontée, c'est malheureux, mais c'était une belle pièce aussi, mais bon, elle est beaucoup trop importante. Là on en voit, on pourrait mettre une vache dedans hein, pour vous donner la taille exacte de la cheminée. Donc voilà, pour l'emplacement du four. Alors pour en finir avec l'histoire des prises électriques, hein, elles sont un petit peu à décharge de l'électricien qui a fait ça à l'époque. Hein. C'est un mur en pierre hein, qui est derrière, donc il a juste un enduit béton en surface, mais derrière c'est des pierres, donc la découpe c'est moins facile que dans du placo, donc c'est pour ça que ça donne ce résultat là. On ne lui jettera pas la pierre. Voilà. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de tracer au sol l'emplacement du four. Donc moi il y aura une forme de diamant et puis surtout ce qui est important c'est de tracer le diamètre intérieur du four que vous souhaitez. Si vous souhaitez un four de 90, vous faites un tracé au sol de 90 et ainsi de suite. Si vous souhaitez un four de 100, vous faites un diamètre 100 et ainsi de suite. Grâce à ce tracé et comme on sait les dimensions des briques, eh bien vous saurez combien il vous restera d'espace entre la partie extérieure du cordon de voûte, donc de la voûte, et le mur de la pièce. L'idée c'est de ne pas, quand on va monter le dôme, de faire le premier rang de briques qu'on appelle le cordon de voûte et que cette brique là ne passe pas, c'est à dire qu'à un moment donné elle touche le mur de la maison ou même carrément elle ne passe pas. Donc en faisant ce tracé là, ça vous donne le positionnement de la sole. La sole c'est l'endroit où on va poser les pizzas. Et ça vous donne aussi la taille du socle que vous devez créer.
Donc il faut créer donc, le tracé au sol pour le diamètre intérieur du four. Et puis ça vous donne aussi la taille du tunnel. Le tunnel, c'est l'endroit où vont passer, on va dire, les pizzas, donc qui va se trouver devant le four. Donc en gros, voilà, projeter au sol le tracé de votre construction, ça peut vous aider par la suite, et en tout cas vous éviter bien des soucis. Pour la petite histoire, dans mon premier four, quand je l'ai construit, je n'avais pas fait ce tracé là au sol. J'ai construit mon socle, et en fait, quand j'avais ma dimension de tunnel, mon dôme à l'arrière se trouvait trop près du mur. Alors le problème, c'est qu'à l'époque, là c'est des murs en pierre, mais à l'époque c'était des murs en pierre aussi, mais il y avait un revêtement placo avec polystyrène derrière. Donc j'ai été obligé de mettre mon cordon de voûte à la verticale, c'est-à-dire que les briques, elles étaient posées debout. Alors j'ai renforcé évidemment pour qu'elles ne basculent pas. Mais voilà, ça m'a posé des problèmes. Alors que si j'avais eu fait ce tracé là, c'est pour ça que je ne me suis pas fait avoir la deuxième fois, et ça m'aurait évité ces soucis là. Alors voilà, pour illustrer un petit peu ce que je raconte au niveau de mes tracés, donc les deux tracés jaunes, c'est l'emplacement du tunnel, donc c'est la dimension hors tout, hein, la largeur totale du tunnel. Donc les briques vont se mettre à l'intérieur des tracés jaunes pour monter de chaque côté. Ce qui est en orange, bien c'est la sole, hein, donc c'est ce qui se trouvera 80-90 cm plus haut et qui accueillera vos pizzas. Et puis tout ce que vous mettrez de bon dedans. Et puis les deux tracés rouges, eh bien c'est les fameuses cotes qui ne doivent donc pas être inférieures dans tous les cas à 22 cm, puisqu'une brique, si vous choisissez de mettre votre cordon de voûte avec des briques complètes, une brique fait 22 cm de long, donc il faut absolument que cette cote là soit supérieure à 22 cm. Strictement supérieure, hein, parce qu'il ne faut absolument pas que votre brique de voûte ne touche le mur. Alors dans ma première maison, je vous ai dit que c'était du placo avec du polystyrène derrière. Bon, on comprend bien que si ça chauffe à cet endroit là, c'est pas bon pour l'isolant qui va se trouver derrière le placo. Dans mon cas, dans le deuxième cas, le four qui est en cours de construction, les murs c'est c'est de la pierre, donc là ça pose aucun problème en termes de température, hein, ça pose vraiment pas de souci. Mais par contre, ça veut, si par exemple ma voûte était en contact avec le mur, eh bien je pourrais avoir ce qu'on appelle des points froids. C'est-à-dire que la chaleur par effet de transmission va se transférer dans les murs, et du coup ça va me faire des points froids à l'intérieur de ma voûte, c'est-à-dire que le froid va revenir des murs de la maison en pierre vers l'intérieur du four. Donc il faut absolument créer une coupure à cet endroit là et éventuellement mettre un isolant. Si vous n'avez pas trop d'épaisseur, ce que vous pouvez utiliser comme isolant, c'est d'Isorel mou. C'est pas très épais et c'est un pouvoir isolant assez important. Donc voilà, le tracé au sol, c'est pour vous éviter ce genre de galère après. Le cordon de voûte en 22 cm pour un four de 80, c'est pas utile, hein. Vous verrez, c'est ce que j'ai fait après, mais tout bien réfléchi, j'aurais très bien pu mettre mes briques, les couper en deux dès le départ, dès le cordon de voûte. On y reviendra plus tard. Alors là, c'est de la maçonnerie pure et dure, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Pourquoi j'ai coulé une dalle de 10 cm, 10 ou 11 cm, je ne sais plus, au sol? Parce que tout simplement, je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Bon, c'est une maison qui est là depuis des années, hein, elle ne va pas s'écrouler, mais bon, en cas de doute, hein, un four, ça va monter facile, on va approcher la tonne. Donc il faut absolument qu'il y ait une emprise au sol suffisamment costaud. Donc ne sachant pas ce que j'ai en dessous le carrelage, pour répartir les charges, j'ai préféré faire une dalle en béton armé, tout ce qui est de plus classique. Donc ce qui est recommandé, c'est une grille comme ça, hein, en diamètre 8. Le coffrage, l'idéal c'est de prendre des planches de la bonne hauteur pour avoir l'épaisseur qu'on souhaite. Et puis en angle, vous voyez, tout au fond, j'ai simplement mis une planche comme ça de la même épaisseur en angle, tout simplement pour pouvoir poser la règle de manière à pouvoir tirer mon béton pour qu'il soit parfaitement horizontal. Hein, c'est un point d'appui sur l'arrière. Bon, là rien d'extraordinaire, c'est la dalle. La dalle, une fois coulée, le béton tiré, il y a juste à laisser sécher, et en gros 24-48 heures après vous pouvez décoffrer pour que ça puisse sécher gentiment.
Alors pour les jambages, moi j'ai choisi du Cyporex. Bon, du parpaing ça va très très bien aussi, hein. J'ai pris du Cyporex tout simplement pour pas être embêté. Et puis bah, c'est vrai que c'est propre, c'est facile à coller, ça se découpe à la scie, c'est très 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 maniable, hein, le Cyporex, moi j'aime bien. La colle est toute prête, hein, il n'y a pas besoin de faire du béton, ce genre de choses. Mais encore une fois, hein, du parpaing ça va très très bien. Bien sûr, bon bah si vous en êtes à faire un four à pain, vous savez un petit peu le minimum à savoir en maçonnerie, hein, faire attention à ces niveaux et à ces élévations. Bon, il n'y a rien de particulier là-dessus. J'ai laissé l'angle du fond ouvert parce que ben, je vais voir si je peux pas des fois faire une ventilation à cet endroit-là, c'est-à-dire que comme quand le four va chauffer, ben, toute la partie four au-dessus et haute que je vais créer va créer de la chaleur. Donc je mettrai peut-être des grilles de ventilation sur l'avant de la hotte, un peu comme sur une cheminée en fait. Et l'idée c'est d'avoir un flux d'air qui va passer à cet endroit là. Bon, j'ai pas de problème d'humidité particulier dans cette maison, mais bon voilà, je me dis on sait jamais, ou peut-être même faire quelque chose pour récupérer de la chaleur, je sais pas encore, donc c'est pour ça que j'ai laissé le fond ouvert. Alors sur cette photo, je prépare les tasseaux. Les tasseaux qui vont recevoir la plaque en bois pour pouvoir couler la dalle en béton armé du haut. Donc voilà, bon, c'est des tasseaux, hein, découpés à la bonne longueur, vissés dans le placo directement. J'avais dû prendre des vis à placo, ça va très très bien, pour visser pardon, dans les blocs de Cyporex. Au fond aussi j'ai mis du polystyrène, des bandes de polystyrène pour faire de la résilience par rapport au mur de la maison. Bon, a priori c'est ce qu'il faut, à pas coller une dalle directement sur un mur de maison. Bon, là des maçons seront plus pointus sur ce point là. J'ai vu faire ça souvent, donc je fais pareil, mais là j'ai pas d'explication. Je pense que c'est voilà, encore une fois pour des phénomènes de dilatation, ce genre de choses. Encore que normalement, si tout est bien fait, la dalle elle doit pas bouger, elle doit pas se dilater. Donc voilà, bon, j'ai fait comme ça, j'ai passé des câbles, la gaine qui passe derrière c'est du réseau, hein, donc je suis obligé de passer là, j'ai pas le choix. Alors sur cette photo là, c'est la mise en place de la plaque en bois, hein, donc comment dire, du contreplaqué qui est assez épais, qui est assez rigide. L'idée, alors c'est tout simple, hein, ça paraît compliqué à faire comme découpe, mais vous posez la plaque sur les Cyporex, vous prenez un crayon, vous tracez par en dessous, et puis après vous n'avez plus qu'à découper. Attention, par contre la découpe, enfin le tracé sur vos plaques votre plaque de contreplaqué ou la plaque de bois que vous allez utiliser, il faut la faire avant de mettre vos tasseaux. C'est tout con, mais si vous le faites après, votre plaque elle va passer tout droit. Donc voilà, c'est con, mais faut pas se faire avoir. Moi je vais renforcer en dessous, hein, évidemment, quand même en mettant un bout de bois arc-bouté en dessous, quelque chose d'assez rigide, parce que le poids du béton risque de faire fléchir la plaque en bois. Alors c'est pas catastrophique, mais moi dans mon idée je voudrais mettre en dessous un tiroir, à coulisses, et si le dessous de la dalle est pas bien parfaitement plan, je vais avoir des problèmes à cet endroit là. Voilà, sinon une fois que c'est en place, vous posez votre plaque et puis après c'est fini, on passe à la suite. Alors nous voici à l'étape du ferraillage de la dalle. Alors bon, là il y a quelques petites choses à savoir. Donc bon, j'ai mis du scotch rouge pour des problèmes d'étanchéité, hein. C'est deux plaques de morceaux de bois en fait que j'avais en dessous, donc du scotch rouge ça va très bien, enfin scotch orange de maçon pour boucher ça et empêcher que la laitance du béton ne fuit. La grille c'est pareil, hein, c'est du ferraillage en diamètre 8. Le morceau de polystyrène blanc et orange là qui est devant, moi je prévois un passage des cendres au travers de ma dalle pour pouvoir récupérer mes cendres dans un tiroir qui se trouvera sous la dalle. Donc en fait c'est une traversée de la dalle à cet endroit là. Pour la faire, soit vous faites comme moi avec enfin si vous voulez le faire évidemment, hein. Après vous pouvez aussi extraire vos cendres par l'avant, à savoir il existe des tiroirs qui viennent s'accrocher à l'avant du four exprès pour récupérer les cendres. Sinon voilà, vous pouvez faire ça. L'idée c'est d'avoir quelque chose de démontable facilement quand la dalle elle va être sèche. Faites pas comme moi, au début j'avais, sur mon ancien four j'avais pris du bois, deux morceaux de bois que j'avais collés l'un contre l'autre. J'avais quand même mis des petits morceaux de champlat entre les deux pour pouvoir tirer les morceaux de champlat, ce qui faisait que ça desserrait les deux planches
et j'espérais les sortir facilement au marteau, et en fait ça a été une grosse galère. C'était complètement coincé, pris dans le béton. Donc là, pour la deuxième fois, j'ai pris un morceau de polystyrène, je l'ai mis à la bonne taille, et là je sais qu'il n'y avait pas de problème pour évacuer le polystyrène et donc déboucher le trou. Concernant le positionnement du ferraillage dans la dalle, alors là il faut faire attention. Contrairement à la dalle du bas, le ferraillage de la dalle du bas doit se trouver, on va dire, à 1/3 du haut de la dalle. Pourquoi? Parce que la dalle du bas, elle va travailler avec les jambages en appui tout autour. Donc elle va avoir tendance à fléchir vers le haut, si on veut. La dalle du haut, elle, c'est le contraire. La charge va se trouver au centre, donc elle va avoir tendance à fléchir vers le bas, mais par le centre. Donc du coup, il faut essayer d'avoir le ferraillage dans la partie basse de la dalle. On va dire en gros à 1/3 de la dalle. Si votre dalle fait 10 cm d'épaisseur, l'idée c'est qu'elle soit à 3 cm du fond à peu près. Dans certains cas, on me disait on va mettre 2 grilles, une en bas, une en haut. Non, c'est trop, celle du haut, elle sert à rien, puisque votre dalle, elle va travailler en flexion par le centre, et donc en haut, on va avoir un effet de compression. Résultat, le ferraillage qui est au-dessus, il servira à rien. S'il est au milieu, c'est pareil, c'est pas super utile. L'idée, c'est vraiment de l'avoir en bas, c'est là que le ferraillage aura toute son efficacité sur une dalle qui va travailler en flexion du haut vers le bas par le centre. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, c'est ce qu'on m'a enseigné. Alors, pour caler la grille, rien d'extraordinaire, vous prenez des petits morceaux de parpaing, ça va très bien. Rien de particulier par rapport à ça. Attachez bien vos ferrailles, là sur la photo c'était pas encore fait. Faites attention aussi pour le coffrage. Donc moi j'avais juste pris des petits tasseaux, pareil, fixés par des vis tout autour sur le Syporex. J'avais bloqué l'ensemble avec des appuis en bois aussi. Là il n'y a rien de particulier, non je vois rien de plus. Faites attention, supportez bien votre plaque en bois par le centre pour prévenir du poids du béton qui va arriver dessus. Donc là la dalle est coulée, hein, rien d'extraordinaire. Bon, on tire la dalle et puis on la lisse un petit peu. Voilà, puis c'est tout. Notre socle est prêt, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Alors là, bon, par contre, la dalle, elle va demander un peu plus de séchage. Normalement, dans le bâtiment, c'est 28 jours. Là, il ne faudra pas attendre autant, je pense pas. Je ne me rappelle plus combien de temps j'avais laissé sécher, mais bon, là, il faut quand même qu'elle durcisse suffisamment avant de pouvoir construire dessus. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne sais plus combien de temps j'avais attendu, mais on va dire que une semaine, 15 jours, c'est le minimum, quoi, on va dire. Alors en attendant que la dalle soit complètement sèche, bon bah déjà vous pouvez décoffrer quasiment le surlendemain, enfin en tout cas sur les côtés, pas le dessous, mais sur les côtés vous pouvez enlever ça le surlendemain. Moi j'ai enlevé aussi le polystyrène, vous voyez, qui servait au trou de passage des futures cendres. Et puis alors un point qui est important et qui est un peu malheureusement trop souvent oublié, l'idée c'est de protéger la dalle en béton armé de la chaleur du four. Donc le Syporex pour ça c'est très bien parce que c'est un matériau qui est isolant. Donc il suffit de poser à plat comme ça des panneaux de Syporex. Donc là moi j'ai dû prendre du 5 cm, vous pouvez prendre du 5 ou du 7. Donc l'idée c'est qu'il y en ait partout sous la sole et sous le cordon de voûte, c'est-à-dire que la totalité du four doit être posée pour bien faire sur un produit isolant. Les plaques de Syporex là, elles sont simplement posées, il n'y a pas besoin de les sceller à la dalle. Le poids de l'ensemble va faire qu'elles ne vont pas se sauver. Vous n'avez pas besoin non plus de les sceller entre elles. Vraiment là c'est un puzzle, tout est démontable. Donc voilà, ça va apporter une isolation thermique, protéger la dalle de la chaleur dégagée par le four. La chaleur dans une dalle en béton armé, on comprend bien que ça va dilater les fers qui sont à l'intérieur et provoquer la fissuration et à terme la destruction de la dalle. Bon, ça se fera pas du jour au lendemain évidemment, mais ça peut arriver, donc autant en profiter. Le Syporex ça coûte pas très cher, ça doit valoir 1 euro je crois le panneau. Là si on compte, il y en a pas pour 10 euros je pense, 10-12 euros allez maximum sur la surface. Donc voilà.
Alors, vous constaterez aussi que j'ai arrêté le Cyporex pratiquement à l'aplomb du trou de passage des cendres, parce que si vous l'amenez plus loin, ça va vous gêner pour la mise en place de la foyer. La foyer, c'est les briques qui sont à plat à l'entrée du four. Hein, on a ça sur une cheminée aussi, on appelle ça la foyer, donc ça va vous gêner à cet endroit-là. Le tunnel en lui-même, lui, il n'a pas besoin de reposer sur de l'isolant, puisque le bas des briques qui sont en contact avec la dalle, ça chauffe très très peu. La chaleur dans le tunnel, c'est uniquement le passage des fumées. Donc on n'est pas du tout dans la même température que les briques du four. À ce moment-là aussi, une fois que votre Cyporex est posé, vous pouvez refaire votre tracé qu'on avait au sol sur l'emplacement de la sole, et ce qui vous donnera l'emplacement du cordon de voûte, etc. par la suite. Alors, l'arrivée des briques, en attendant, pareil que votre dalle elle sèche, c'est le moment d'aller récupérer les briques qui vont vous servir au montage de votre four. Alors ça, les briques, c'est une vaste question. Réfractaire ou pas réfractaire. Bon, honnêtement, moi, dans tout ce que j'ai pu lire, les gens souvent me disent que ce n'est pas utile d'avoir des briques en terre réfractaire pour faire un four à bois. Alors ce qui m'a fini de me décider, c'est une discussion pareille que j'avais eue, tiens, je rends hommage d'ailleurs à ce forum qui s'appelle aufourapin.com. J'essaierai de mettre le lien en dessous de la vidéo. C'est là que j'ai tout appris en fait, où en force de discuter avec les gens de divers horizons, j'ai eu une réflexion toute bête qui m'a fait basculer sur ce choix de ne pas prendre des briques réfractaires. Les briques classiques, elles sont cuites à 1200 degrés. Alors vous mettrez dans les commentaires si jamais je me trompe, je me rappelle plus exactement si c'est ça ou pas. Et nos fours, nous, ils vont monter en pointe maximum à 650 degrés, donc il y a encore de la marge. Bon, après c'est une question de choix, ça je ne vais pas vous orienter plus ou moins par rapport à ça, vous ferez selon votre ressenti. Les briques réfractaires, après j'ai pas regardé quelle était la différence de prix réel vraiment entre des briques classiques et des briques réfractaires. Le seul truc que je vais vous conseiller, c'est si jamais vous partez sur des briques non réfractaires, prenez pas des briques en GSB, prenez plutôt des briques soit en provenance des fournisseurs de matériaux. On va dire que sur l'ensemble du four que vous allez construire, c'est vraiment la pièce la plus importante. Donc faut pas prendre n'importe quoi. Voilà, moi c'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Les deux fours que j'ai construits, je sais que dans l'ancienne maison ils tournent encore, il n'y a pas de problème. Dans le nouveau que j'ai construit, qui a déjà bien tourné depuis qu'il est opérationnel, même s'il n'est pas terminé, j'ai aucun problème de ce côté là. Voilà, pas de briques de GSB, prenez, si vous avez une tuilerie ou un fabricant de briques à proximité, c'est encore mieux. Voilà. La seule chose à savoir, c'est qu'il faut les laisser tremper, on va dire une nuit au moins. Allez, une nuit au moins, non. Si vous les laissez déjà tremper 2 bonnes heures avant de les poser, je pense que c'est pas mal. Pareil, dans la vidéo, si vous laissez des commentaires sur un avis différent, allez-y. L'idée, c'est vraiment de discuter et de ne pas avoir des idées bien arrêtées. Moi, j'ai pas, comme je vous l'ai dit, j'ai pas la science infuse par rapport à ça, mais voilà, il faut pas les poser à sec parce que, alors pourquoi? Tout simplement parce que si vous les posez à sec et que vous mettez votre fondulite, donc le ciment réfractaire, et bien c'est tout bête, la brique va boire l'eau à toute vitesse qu'il y a dans votre ciment, et c'est déjà un ciment qui sèche assez vite, il faudra le préparer par petites quantités. Et si vous mettez ça directement en contact avec vos briques, et bien le ciment va avoir son eau complètement absorbée tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les laisser baigner dedans. Un commentaire m'avait fait rire en me disant ouais, je vais les laisser tremper pendant une semaine. Bon, vous pouvez, plus longtemps ça sert à rien. En rigolant, je lui avais dit les champignons c'est bien sur les pizzas mais pas sur les briques, quoi. Voilà. Alors concernant la quantité de briques, ça c'est pareil, c'est un vaste sujet. Il existe des calculatrices sur internet. Alors j'ai pas le lien sous la main. Cherchez calculatrice briques four à pain sur Google, je pense que vous allez retrouver ça. C'est induit directement par comment vous allez poser vos briques. Est-ce que vous allez les couper en deux? Est-ce que vous allez les poser pleines? Le diamètre du four, la hauteur du four, tout ça, ça induit clairement sur le nombre de briques qu'il vous faut. C'est très difficile à dire et je ne vais pas vous donner de quantité là comme ça. J'aurais trop peur de me tromper. Je pense qu'une centaine de briques et encore,
Enfin non, même pas, je vais pas rentrer là-dedans parce que je voudrais pas me tromper, je voudrais pas vous induire en erreur. Ce qu'il faut, c'est aussi pareil, hein, si vous utilisez des briques différentes pour la sole et pour la pose, ça induit aussi sur le nombre de briques qu'il vous faut. Les marchands de matériaux, de toute façon, hein, mettons que vous preniez, vous ayez, je sais pas moi, 30 briques de trop, vous pouvez les redonner, hein, ils sont pas à ça près. Vaut mieux en avoir un peu plus que de tomber en rupture et devoir retourner en chercher, quoi. Donc voilà. Alors ça y est, on a nos briques, on peut commencer. Donc la première chose à faire, ça va être de créer la sole. Donc la sole, c'est ce qu'on, S-O-L-E, c'est l'endroit où on va poser les pizzas une fois que ce sera terminé. Donc l'idée c'est quoi? Ça va être de les disposer en quinconce, hein, comme c'est sur la photo, et ensuite de découper en rond l'ensemble pour que ça vous fasse une sole bien ronde. Moi j'avais pris deux plaques d'OSB que j'ai coupé en rond avec le diamètre que je voulais. Donc j'avais un diamètre de 85 je crois, ou 85 ou 90, et donc c'est ce qui correspond à mon diamètre intérieur de four. Ça va être 90 de mémoire. Donc les deux disques étant du même diamètre, j'ai disposé mes briques, je les ai coincées entre les deux plaques d'OSB, et à partir de là, avec une meuleuse, une disqueuse, j'ai pu découper ma sole parfaitement ronde. Alors une fois qu'elles sont positionnées, les deux plaques, les briques au milieu, il faut bien bloquer l'ensemble avec des serre-joints pour pas que ça bouge. Et après vous découpez tout ce qui dépasse des plaques d'OSB et vous aurez votre sole bien ronde. Alors si on vous l'avait pas dit, couper des briques ça fait de la poussière, vous prenez un coup de vieux instantanément. En gros vous prenez 10 ans en direct. Donc pensez bien, faites pas ce que j'ai fait, mettez des lunettes de protection, mettez des masques filtrants, etc. Je sais bien qu'on est en plein confinement quand je fais la vidéo là, donc je sais très bien que les masques ça pose problème, mais bon, si vous avez ce qu'il faut, protégez-vous, un foulard, n'importe quoi, enfin le minimum quoi. Moi c'est pas bien là, en réfléchissant vraiment, je me dis que j'ai voulu aller au plus vite et j'aurais pas dû. Donc protégez-vous. Alors voilà ce que ça donne une fois fini, donc les briques coupées. Donc on a une belle sole bien ronde. Pendant que vous en êtes là, donc évidemment passez un bon coup de jet d'eau dessus pour bien la nettoyer. Et puis si vous avez une ponceuse à lamelles, ou un disque à lamelles à mettre sur votre disqueuse, c'est le moment de l'utiliser et de poncer un petit peu toutes les arêtes. Des fois on a au niveau de la moulure, la brique, elle, au lieu d'avoir un angle bien droit, ça fait une petite partie qui rebique, et donc là c'est le moment de la poncer bien comme il faut. Poncer la surface est utile, pourquoi? Parce que si vous avez des petits trucs qui dépassent, et bien la pelle, quand vous allez, alors pas la pelle à enfourner qui est en bois, qui a des rebords assez arrondis, elle va passer sans problème, mais par contre la pelle à défourner, qui elle est plutôt en inox ou en alu, quand vous allez les glisser sous les pizzas, elles vont buter sur tout ce qui est aspérité qui dépasse, etc. Donc poncez bien à ce moment-là, n'hésitez pas, ça vous évitera des galères après quand vous voulez défourner une pizza. Il faut que ce soit bien le plus lisse possible, on va dire. Enfin en tout cas pas de point d'accroche. Alors, quand votre sole est terminée au niveau de la découpe et qu'elle est propre, vous pouvez la ramener sur le Syporex. Et vous voyez qu'entre... Donc j'ai laissé c'est un premier positionnement, après je vais la renlever. Vous voyez que j'ai laissé le morceau d'OSB en dessous, tout simplement pour pouvoir déplacer l'ensemble. Alors c'est assez lourd, faites gaffe. Sinon vous le déconstruisez, vous ramenez l'ensemble et vous le reconstruisez sur place. Moi j'avais pu tout déplacer d'un seul coup, donc l'OSB qui est en dessous, je l'ai laissé pour l'instant, mais évidemment il va virer par la suite. Dans cette étape, il faut, si vous pouvez, mettre du papier sulfurisé. Alors l'idée du papier sulfurisé c'est quoi? Il va empêcher le cordon de voûte, autrement dit le premier rang de briques de votre dôme, de se sceller au Syporex. Alors pourquoi? L'idée c'est d'avoir un cordon de voûte qui va pouvoir se dilater et se rétracter. S'il est scellé sur les blocs de Syporex, en tout cas sur ce qu'il y a en dessous, eh bien il va être coincé dans ses mouvements, on va dire.
Donc l'idée du papier sulfurisé, c'est ça, c'est que ça va empêcher le scellement des briques sur l'isolant qui se trouve en dessous. Alors plutôt que de découper, s'amuser à découper le papier sulfurisé en arc de cercle, enfin en tout cas en cercle pour être parfaitement en dessous le cordon de voûte, bah, moi je le déploie sur toute la surface. Ça coûte que dalle, hein, le papier sulfurisé. Donc là, en 4 ou 5 bandes, vous recouvrez largement le Syporex et vous positionnez votre sole dessus. En fait, la sole, une fois qu'elle est positionnée, elle va nous servir de gabarit pour le cordon de voûte, pour pouvoir placer les briques tout autour au niveau du cordon de voûte. Donc voilà. Alors dans cette étape, j'attaque le positionnement du cordon de voûte. Hein. Donc le cordon de voûte, c'est encore une fois le premier étage de votre dôme, de la voûte en elle-même. L'idée, c'est de laisser un espace de dilatation. Encore une fois, pour des effets de température, hein, ça va chauffer, ça va se refroidir, etc. Donc de dilatation entre la sole et le cordon de voûte. Donc là, moi j'avais dans mon fourbi, hein, j'ai trouvé c'est de la mousse qui entoure les pare-brises en pièces détachées chez Renault. Ça, si vous en voulez, normalement ils peuvent vous en fournir à l'appel, hein, ils en ont des tonnes, vous allez chez un carrossier, il va vous filer ça. Vous pouvez prendre n'importe quelle autre mousse, hein. Donc en fait ça a une forme de L ou de U. Donc en l'écartant, vous pouvez le transformer en L, et moi j'avais fait des petites encoches pour qu'il épouse bien la sole tout autour. Vous mettez une bande de scotch papier tout autour, et à ce moment là vous cerclez comme il faut votre sol. Alors les briques de la sole, c'est pareil, on verra plus tard qu'ils ne sont pas scellés. L'espace de 1 cm entre les deux, moi le premier réflexe que je me suis dit, mais elles vont se bouger, elles vont s'écarter, ça va être le bazar. Non, en fait, une fois que vous allez avoir retiré votre bande de résilience, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, et bien vous allez combler cet espace là avec de la cendre, et cette cendre là sera renouvelée automatiquement lors des cuissons, etc. Donc votre sol, elle bougera jamais, elle sera complètement bloquée, mais étant donné que la cendre c'est quand même quelque chose d'assez mou, et ben, elle va supporter la dilatation, ça posera pas de problème. L'idée c'est que votre sol finalement elle ne pousse pas sur le cordon de voûte pour fragiliser l'ensemble du dôme. Alors une fois que le cordon de voûte complet est positionné, voilà ce que ça donne. Alors j'ai changé d'avis en cours de construction sur ce four là. Sur ce four là, au départ je voulais une inertie vraiment maximale, c'est-à-dire le faire entièrement avec des briques de 22 cm sur tout le dôme, et encore une fois en discutant sur des forums avec des gens plus aguerris que moi encore sur des constructions comme ça, ils m'ont dit que sur un four de 80 cm de diamètre pour l'utilisation familiale c'était pas utile. Parce que encore une fois le temps que la chaleur dégagée par le feu qui est à l'intérieur se rentre et pénètre vraiment les 22 cm de briques, il faudrait charger 2 fois le four, quoi, pratiquement en bois, donc c'est pas utile. Ça c'est bien pour des fours de grande dimension, des fours communaux, ce genre de choses où vraiment il fallait cuire du pain pour tout le village en fait, hein. Donc voilà, pour une utilisation familiale, faites pas comme moi, hein, ne partez pas sur un cordon de voûte comme ça en 22, hein, c'est beaucoup trop grand. Moi j'ai perdu de la matière là du coup, hein, puisque on va dire qu'il n'y a que la moitié de la brique qui est utile là, elle aurait très bien pu être coupée en deux. Deuxième problème, du coup je m'approche, bon alors c'est pas vraiment un problème puisque je ne touche pas, mais je dois avoir que 3-4 cm d'espace entre le bout des briques et le mur. Mais bon, encore une fois, mon cordon de voûte est plus bas que la sole, donc en termes de chaleur ça va pas être la même que les briques qui seront au-dessus vraiment du feu et en latéral par rapport au feu. Donc j'ai laissé comme ça, j'ai même pas mis d'isolant, hein, juste une lame d'air entre les deux. Le contact avec un mur, hein, il y a deux problèmes, c'est que si votre mur il y a du placo comme j'avais dans mon ancienne maison, vous risquez de fondre le matériau qui se trouve derrière, mais si c'est un mur en pierre, vous avez des points froids. Je ne vais pas revenir là-dessus, hein, j'en ai déjà parlé. Donc voilà, là refaites pas la même bourde que moi, hein, pour un four de 90 cm, brique en 22 sur toute la longueur, c'est trop, la moitié suffit largement. Alors ici c'est la mise en place de la foyer, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est le rond de brique qui va être au niveau de la gueule du four. Alors moi ma foyer elle est plus basse que le niveau de la sole. Pourquoi? Tout simplement parce que la porte que j'ai choisie, une porte en fonte, est un peu haute pour un four de 90.
Elle correspondrait plus à un four de 100-110 de diamètre. Il faut savoir que la hauteur du dôme est induite par la hauteur de votre porte. Donc on en reparlera tout à l'heure, mais moi j'ai dû, pour pallier à ma différence de, enfin, ma hauteur de porte et le diamètre de mon four, en fait ce que vous pouvez faire, c'est pour corriger le tir, c'est d'abaisser le point où va être posé le bâti de la porte. En fait, en abaissant la position de la porte, par opposition, vous augmentez la hauteur à laquelle va se trouver votre dôme. Ça c'est important parce que si vous avez par exemple la hauteur intérieure de votre voûte à la même hauteur que la hauteur de la porte, vous risquez de perdre en accumulation de chaleur. Il faut que la chaleur dégagée par les flammes soit prisonnière en haut de la voûte du four avant de sortir directement par le conduit de cheminée ou par la gueule du four. Si vous n'avez pas de conduit ou si votre conduit est devant le four et non pas intégré dans le tunnel. Donc en fait, en descendant votre porte, vous descendez aussi l'ensemble du tunnel et donc du coup, votre four se trouve légèrement plus haut que la porte. Hein, là, si on regarde, alors ça se voit pas forcément sur la photo, mais la surface supérieure de ma foyer est bien plus basse que la surface supérieure de la sole, sachant que sous la sole actuellement, il n'y a pas encore la couche de sable. Alors, notre sol est positionné, le contour de voûte aussi, la foyer aussi. Et bien c'est parti, hein, on peut attaquer et commencer à remplir les interstices avec de la fondulite. Alors moi j'appelle ça de la fondulite, hein, c'est du ciment réfractaire, ça monte à, c'est couvert jusqu'à plus de 1000 degrés, hein, 1200, c'est ce qu'on utilise pour faire les barbecues, ce genre de choses. Donc fondulite, je sais que dans d'autres régions ça porte d'autres noms. J'ai juste ajouté, vous voyez, 2 briques qui vont arrêter le tunnel. Et puis vous voyez que les 2 briques qui sont en contact eh bien, ont une coupe en biseau. À part ça, bon, il n'y a pas de particularité, enfin pas de difficulté particulière. Il faut bien enficher, bien vibrer, on va dire à la truelle, une truelle langue de chat, ça va très bien pour faire ça. Votre béton pour qu'il descende bien dans les briques, qu'il aille bien jusqu'au fond. Moi, ce que j'ai fait pour un problème de nettoyage derrière, hein, j'ai fait ça sur tous mes rangs, j'ai fait en sorte que mon béton s'arrête à peu près 1 cm avant de déboucher dans le four. Bon, c'est tout con, mais ça permet de gagner du temps après quand on veut nettoyer un petit peu sa voûte par l'intérieur. Voilà, 5 mm, 1 cm, ça suffit, hein, à les coller sur l'ensemble qui reste derrière. Pas besoin, alors c'est pareil, hein, ça sur mon premier four, je m'acharnais à nettoyer l'arrière des briques, mais ça sera complètement masqué, fermé, donc ne perdez pas votre temps avec ça. Pareil, entre chaque rang de briques, ne perdez pas votre temps à nettoyer la fondulite qui dépasse, hein, puisque le rang d'après viendra recouvrir tout ça. Donc gaspillez pas vos éponges à essayer de nettoyer ça, c'est pas intéressant, ça sert à rien. Il faut par contre se concentrer sur ce qui va être à l'intérieur du four. Alors moi, dans les étapes qui vont suivre, vous verrez que j'ai utilisé un dôme de sable, hein, pour pouvoir continuer à monter, mais il y en a certains d'entre vous qui utilisent une autre méthode avec un axe au milieu et un bras et pour appuyer les briques les unes derrière les autres, ce qui permet effectivement de nettoyer l'intérieur au fur et à mesure qu'on avance. Bon, c'est 2 méthodes différentes, hein, chacun appliquera celle qu'il préfère. Alors, arrivé là, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir votre porte, parce qu'elle va vous guider dans le reste de la construction, et puis si elle est équipée d'un bâti, d'une huisserie, elle va aussi vous guider pour le montage du tunnel. Donc c'est le moment d'en trouver une, c'est le moment d'en chercher. Alors, c'est le moment, il faudrait même anticiper, hein, si vous avez vraiment l'intention de construire un four à pain, prenez-y vous avant, parce que c'est pas forcément facile de trouver des portes. Alors ils en font maintenant, hein, on peut à nouveau en trouver, hein, sur eBay, je crois, sur Le Bon Coin, ce genre de site. Il y a une production qui est relancée, qui est refaite. Bon, l'idée, si vous pouvez, hein, si vous avez la chance comme moi de trouver une porte ancienne, bon, ça rajoute un peu d'âme à votre construction, évidemment. Si vous en trouvez pas, oui, je comprends très bien, rabattez-vous sur ce que vous pouvez avoir. L'idée des vieilles portes, c'est qu'elles sont en fonte, hein, c'est pas des alliages comme on peut trouver aujourd'hui. Donc elles ont l'avantage de pouvoir accumuler autant que possible la chaleur aussi, et de la restituer aussi, comme le ferait un radiateur en fonte tout simplement.
Donc ça, souvent on me demande où est-ce qu'on peut en trouver. C'est c'est pas facile. Moi j'ai eu de la chance d'en trouver une sur le Bon Coin à environ 30 km de chez moi. Vraiment j'ai eu de la chance. À un prix tout à fait raisonnable, 170 euros. Quand on sait que Godin en fabrique encore, toujours en fonte aussi, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, et que ça coûte 395 euros, près de 400 euros. Et bien j'étais bien content de trouver celle-là à 170 euros. Hein. J'ai pas cherché à négocier le prix, elle est en parfait état. L'avantage aussi qu'elle a, c'est qu'il y a deux lorgnettes, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, les deux petits volets, hein, qui vous permettent de regarder ce qui se passe dans le four. Moi j'en utilise un en général pour regarder ce qui se passe. Alors, faites attention, hein, si vous regardez ça, il peut y avoir de la vapeur qui sort à cet endroit-là, pas vous cramer les yeux ou quoi. L'intérêt c'est d'ouvrir un côté, vous regardez, et de l'autre côté vous pouvez mettre une lampe torche et aller voir ce qui se passe à l'intérieur du four. Donc même dans cet état-là, hein, c'est rien du tout, hein, il suffit de la brosser à la brosse métallique, de graisser un petit peu les articulations. Enfin, vous brossez bien, vous la soufflez bien avec un air comprimé, ou si vous n'avez pas, vous la rincez bien comme il faut. Après, vous graissez les axes, et puis vous pouvez la repeindre. Il existe à la bombe des bombes de peinture noir mat. Prenez du noir mat, hein, je pense que ça sera mieux. Et c'est des peintures à haute température, hein, donc ça va très bien pour faire ça. Et on arrive à avoir une porte qui est nickel après, et ça fait chaud au cœur, je trouve, de remettre en marche une vieille porte comme ça, et puis la remettre pleinement dans ses fonctions pour lesquelles elle a été créée, quoi. Alors, deux petites bricoles sur la porte aussi. Première chose, c'est que quand vous allez mettre en chauffe votre four la première fois, alors jamais, hein, quand vous avez le feu dans votre four, ne jamais fermer votre porte, tout simplement parce que vous pouvez avoir un phénomène de backdraft à la réouverture, hein, donc un retour de flamme. Quand vous avez le feu dedans, jamais vous ne fermez votre porte de four, hein, faites très attention avec ça. C'est une torche, hein, quand vous ouvrez, ça peut être très dangereux, donc faites gaffe à ça. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est à la première grosse chauffe de votre four, essayez d'amener les portes, vous savez, en biseau à 45 degrés, sans le fermer, hein, vraiment en laissant devant, pour que la chaleur des flammes irradie sur les portes, ce qui va finir de cuire votre peinture. Alors il va y avoir une petite odeur chimique à ce moment-là, hein, mais c'est bien marqué sur la bombe de peinture qu'il faut absolument que la peinture soit cuite après qu'elle a été posée. Ça va la fixer définitivement. En plus, vous verrez qu'à ce moment-là, elle va avoir un bel aspect mat qu'elle n'aura pas forcément quand elle aura été peinte immédiatement. Et puis vous pouvez voir aussi de chaque côté de l'huisserie, vous avez un L. Alors ça, faites attention, quand vous allez la poser, ce L, il va être donc noyé dans la fondulite. Mais l'idée c'est avec une disqueuse, alors ça fait un peu mal au cœur, mais après vous pouvez ne pas le faire, hein, mais c'est d'appliquer un léger biseau de manière à ces deux petites pattes qu'il y a de chaque côté, de manière à ce que ça soit noyé dans la fondulite, que votre fondulite elle passe bien par-dessus, qu'elle passe bien devant, hein, pour masquer ces deux petits L de chaque côté. Voilà, c'est des petits détails, mais j'y pense, je vous le dis. Ah oui, puis c'est le dernier truc aussi, souvent on me demande mais pourquoi il y a des numéros sur les portes. Vous voyez, celle-ci est numérotée 3. Eh bien c'est le numéro de moule, en gros c'est le numéro de série, on va dire, de la porte, enfin numéro de modèle plutôt. Voilà, celle-là c'était le moule numéro 3. Et enfin, faites très attention, hein, tant que votre porte elle n'est pas posée, elle est fragile, c'est de la fonte, hein, ça casse vraiment très très facilement. Par exemple, une porte comme ça, si vous la posez debout et vous la basculez, qu'elle tombe sur sa face avant, vous pouvez très bien casser le loquet, casser un des boutons. Enfin, c'est de la fonte, c'est très fragile et c'est super difficile à réparer derrière. Alors, une fois que le cordon de voûte est sec, eh bien, il va falloir retirer la sole. Donc brique par brique, hein, morceau par morceau, pour pouvoir enlever l'OSB qui sera resté en dessous et le remplacer par une couche de sable. Alors certains d'entre vous mettent de la chamotte, si vous avez possibilité d'en avoir, oui, c'est mieux que le sable. Le sable, à quoi il va servir? Il va servir à accumuler encore un peu plus la chaleur déjà, et puis ensuite il va vous permettre de bien mettre votre sol à plat. Alors c'est facile, hein, vous mettez deux rails métalliques et vous allez tirer votre sable un petit peu comme on tirerait une chape de béton.
L'idée c'est de bien le tasser, bien le faire plan. Alors j'ai vu aussi dans certains fours, j'y pense, je vous le dis aussi, où ils mettaient, pour faciliter le retrait des pizzas, ils inclinaient légèrement la sole vers l'avant, c'est-à-dire que la sole du fond du four était plus haute que la sole de l'avant du four, tout simplement pour faciliter le retrait des pizzas. Voilà, si on imagine que le fond, que la sole est inclinée vers l'avant, donc plus bas vers nous que vers le fond, eh bien, a priori, ça empêche les pizzas de reculer finalement quand on vient les chercher par l'avant. Voilà, c'est tout bête, mais je vous en parle, vous ferez si vous le souhaitez. Moi je ne l'ai pas fait, mais à refaire, oui, peut-être que je le ferai, parce que des fois, même avec une pelle inox, et encore, je viens d'en acheter une, hein, c'est tout frais, j'ai pas encore essayé, elle est toute neuve. Donc j'utilisais pour défourner jusqu'à présent une pelle à bois, et c'est vrai que des fois on a du mal, hein, on essaie de glisser la pelle sous la pizza et elle a tendance à reculer. Donc voilà. Bon, une fois qu'on a tiré le sable, on enlève les règles, on bouche le trou et on redame encore un petit coup, et puis voilà. Donc après il faut remettre la sole en place. Alors là, un truc qui est tout bête, c'est de mettre en oblique les briques de votre sol. Si vous faites comme moi avec des briques, vous faites votre sol avec des briques. L'idée c'est de ne pas avoir de ligne transversale par rapport, enfin on va dire parallèle à la porte. Pourquoi? Pour éviter à ce que votre pelle en inox, quand vous allez défourner, elle vienne buter sur les angles, sur les arêtes des briques. Donc l'avoir en oblique comme ça, eh bien, ça permet une meilleure glisse de la pelle. C'est tout bête, hein, c'est des petits détails, mais c'est vrai que c'est pratique. On comprend bien que si les briques sont soit en long, soit en travers, c'est vrai que c'est pas facile à expliquer, eh bien on risque de rencontrer des butées, des arêtes qui viennent nous gêner. Si vous utilisez des carreaux de briques, hein, donc c'est du 30-30 je crois, et bien pareil, mettez-les en losange de manière à ce que les lignes ne viennent pas empêcher la pénétration de la pelle, enfin la glisse de la pelle sur la sole. Alors c'est à cette étape-là aussi qu'il faut donc glisser de la cendre tout autour de votre sol pour la bloquer sur le cordon de voûte pour que les briques ne puissent plus s'écarter. Donc là, les propriétés de la cendre, l'avantage c'est ça, c'est que ça va être quand même relativement souple. Du coup la sole va pouvoir se dilater indépendamment du cordon de voûte. Et puis l'intérêt c'est que ces cendres là finalement vous les mettez en place et elles se renouvelleront toutes seules au fur et à mesure des feux successifs que vous allez faire. Alors sur la partie avant, donc on voit bien qu'il y a l'épaisseur de sable en dessous de la sole. Donc c'est évidemment si on laisse ça comme ça, bien tout le sable va se barrer et tout va s'affaisser. Donc il faut fermer évidemment et on va le faire avec des briques et du ciment. Alors vous voyez les trois briques qui sont devant là, qui ont des tracés dessus, c'est les briques qui vont prendre place devant le sable. Alors je vais sûrement enlever un petit peu de sable là de devant pile au moment où je vais les placer. Je vais mettre mon ciment et les placer. Alors pour les tracer, moi ce que j'ai fait, j'ai mesuré, mes briques devaient s'arrêter là où il y a le trou qui permet le passage des cendres. Donc en fait en faisant plusieurs mesures et en les reportant sur la brique, on arrive à savoir où doit se trouver la coupe et la forme qu'elle doit avoir. Après, pour avoir mes arrondis, j'ai simplement repris mon gabarit en OSB de la sole et j'ai reporté le tracé dessus. Alors j'avais pas pris de photo une fois les briques posées, hein, mais ça c'est une photo qui est un petit peu plus loin dans le déroulement, mais voilà, là on voit bien une fois qu'elles sont posées et scellées, et donc à l'aplomb du trou qui va voir passer les cendres. Alors normalement il n'y a pas de difficulté particulière, hein. La porte de toute façon elle est calculée pour avoir justement le nombre de briques qu'il faut avec les espaces qu'il faut. Et puis de toute façon les premières briques qui vont constituer de chaque côté le début de l'arche qui va passer au-dessus de la porte, ces briques là il faudra les retailler et ça corrigera le tir si jamais vous avez un petit décalage. Par contre ce qui est super important évidemment c'est que vos deux piles de chaque côté soient parfaitement horizontales, hein. Il faut bien vérifier ces horizontalités à chaque fois qu'on pose une brique
et avant qu'elle soit prise définitivement. Pour le blocage de la porte, alors on ne le voit pas bien sur cette photo là, je vais essayer d'en trouver une, où en fait dans l'intérieur du batterie ça fait une gorge, ce qui fait que le ciment va se prendre dedans entre la brique et le fond de cette gorge, et du coup ça va bloquer la porte, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque qu'en ouvrant les portes, on va dire, que vous vous retrouviez avec les portes, l'huisserie dans les mains, etc. C'est vraiment complètement bloqué. Alors à l'arrière du tunnel aussi c'est pareil, hein, vous avez pu le voir sur les photos qu'on défilait déjà. J'ai monté deux piliers aussi, alors eux qui sont perpendiculaires aux briques du tunnel, là où est posé le niveau sur cette photo. Et donc ces deux piliers là de chaque côté, déjà ils servent à fermer la jonction four et cordon de voûte. Alors en bas, pour la liaison, j'ai mis une brique sur champ, hein, c'est-à-dire qu'elle est posée sur la tranche. Et puis au-dessus, je suis monté avec des briques à l'horizontale. Alors la brique sur champ, pourquoi? Parce que toutes les briques, vous voyez, qui forment le cordon de voûte, celles-là sont sur champ, alors que les suivantes sont montées à plat. Pour faire ma jonction et m'y retrouver dans mes hauteurs, eh bien, j'ai posé la première sur la tranche et les autres à plat. À quoi servent ces deux piliers là? Donc première chose, voilà, c'est de faire la jonction, et deuxième chose, ils vont supporter une arche qui va passer, qui va être parallèle à l'arche de la porte, et qui va pareil supporter les briques qui vont partir de la voûte et qui vont rejoindre le tunnel. Alors pour construire cette arche, moi j'ai utilisé comme support, alors je ne l'ai pas pris en photo, c'est dommage, un morceau de Cyporex qui me restait, hein, qui faisait donc la largeur, hein, ça fait 50 cm de long, hein, un bloc Cyporex, donc les mêmes que ceux que j'ai mis en dessous la sole pour isoler par rapport à la dalle. Et en fait, en la plaquant à l'arrière de la porte, du bâti de la porte, il suffit de faire le tracé, hein, sur le Cyporex. Après on mesure de chaque côté la hauteur qu'il faut, on coupe en bas et on a une pièce qui vient se loger pile poil en dessous l'arc qu'on veut créer. Et du coup après vous montez vos briques les unes derrière les autres. Alors faites bien attention, faites pas comme moi j'avais fait sur mon premier four, et j'avais mis effectivement un bloc de Cyporex comme ça pour bien soutenir la voûte, mais j'avais pas posé de cale en dessous. Donc bon, c'est une erreur de débutant, faites pas la même. Bon, il faut simplement mettre deux cales en dessous, voilà, pour que quand votre voûte elle est sèche, vous enlevez les deux cales et votre bloc de Cyporex il va s'enlever tout seul. Là on voit bien donc les deux arcs, donc l'arc de la porte, hein, c'est pris de l'arrière, l'arc de la porte, et on voit bien le deuxième arc qui est derrière, qui va faire la jonction entre la voûte et le tunnel. Alors il apporte aussi un soutien par l'arrière au niveau des briques du tunnel, des briques, hein, qui font 22 cm là, elles sont en appui aussi sur cet arc là. Alors elles sont en appui par du ciment, hein, tout simplement, il n'y a rien entre les deux, hein, c'est un petit peu décalé, un petit peu enfoncé en dessous pour apporter quand même un appui en dessous. Le bâti de la porte, lui, il apporte déjà quand même sur au moins 5 cm un appui, mais bon, je trouvais intéressant d'en avoir un en plus derrière, enfin en tout cas de pouvoir fermer cette zone là. Alors c'est pas épais, hein, le ciment à cet endroit là, mais après vous allez voir, quand on va recouvrir l'ensemble du dôme, tout l'espace qui est là va être rempli, va être complètement bouché. Voilà. Alors concernant l'évacuation des fumées et concernant l'avaloir, alors moi mon four étant en intérieur, il fallait absolument pas que y ait de la fumée qui sorte par la bouche. Donc j'ai décidé de mettre le conduit de fumée directement sur le tunnel. Alors, là on voit clairement ce que j'ai fait, hein, c'est-à-dire que mon arc de chaque côté vient jusqu'au centre, il s'interrompt, et de là j'ai mis deux briques coupées en deux dans l'autre sens. Je leur ai donné, pour celle qui est à l'avant, une forme un petit peu jolie, enfin en tout cas j'ai essayé, et celle qui est à l'arrière, c'est simplement une brique coupée en deux, mais qui est pivotée pour rejoindre les deux arcs de chaque côté. Le souci, alors ça se voit pas du tout sur cette photo là, je vais faire un petit dessin sur les photos suivantes. Je ne voulais pas que la fumée puisse sortir de chaque côté du trou. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que mes briques qui constituent l'arc au-dessus de la porte sont creusées à l'intérieur.
C'est-à-dire que sur la partie extérieure, elles ont leur pleine hauteur pour venir se loger dans le bâti. Et de l'autre côté, elles n'ont plus que la moitié de leur hauteur. C'est-à-dire que entre les deux, il y a eu une découpe qui a été faite. Je vais vous la représenter. Voilà, donc en imaginant que cette brique-là, c'est une brique qui est destinée à aller dans l'arche au-dessus. Donc on a bien au fond la pleine épaisseur, enfin largeur de la brique, qui va être donc enclenchée dans le bâti sur l'avant du four. Et sur l'arrière du four, on n'a plus que la demi-partie de la brique, avec un biseau pour faire la liaison entre les deux types d'épaisseur. Alors l'intérêt, c'est que quand toutes ces briques là sont mises côte à côte, les unes à côté des autres, et bien on a une zone en U finalement qui va pouvoir stocker momentanément la chaleur, pas la chaleur, la fumée, le temps que le conduit chauffe et que l'aspiration se fasse. Donc du coup, avec ça, eh bien, quand j'allume mon feu, même s'il y a de la fumée, au départ il y a toujours un peu de fumée avant que ça se mette à chauffer, eh bien, au lieu de sortir par la gueule du four et de noircir mon futur plafond blanc qui sera au-dessus, eh bien, cette fumée va se stocker là, elle remplit tout l'espace, et à mesure que le conduit chauffe, eh bien, les fumées vont être absorbées. Donc même en départ de feu, j'ai absolument aucune volute de fumée qui sort par l'avant, donc c'est ce que je voulais. Si vous n'avez pas fait ça, alors un truc tout bête, c'est de préchauffer votre conduit comme on le ferait pour une cheminée. Vous prenez un ou deux morceaux de journaux, vous les faites brûler vraiment à l'entrée du conduit, ça va amorcer le tirage, et à ce moment-là vos fumées seront absorbées tout de suite, quoi. Donc une fois que votre porte elle est posée, scellée, il va falloir passer à rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est l'étape la plus longue et la plus longue, quoi, dans tous les sens du terme, c'est la création du dôme. Alors, il y a plusieurs techniques qui utilisent pour avoir un dôme correct. La première, c'est celle que j'ai choisie, c'est le tas de sable. On se fait un gabarit en sable à l'intérieur du four pour que les briques puissent s'appuyer contre et donc avoir une forme de voûte. La deuxième technique, c'est d'avoir un bras articulé fixé au centre de la sole et qui va brique par brique tourner. Ça fait comme un bras finalement qui va maintenir vos briques en place le temps qu'elles se collent finalement. On ne va pas parler de scellement, qu'elles se collent, et donc en fait vous faites tourner ce bras au fur et à mesure que vous posez vos briques. Alors il faut le raccourcir évidemment quand vous arrivez sur le dôme, il y a des petites manips à faire en plus. Bon, moi j'avais du sable, j'avais tout ce qu'il fallait, donc c'est cette méthode là que j'ai choisie. Alors l'idée c'est de poser quelque chose de lourd sur votre sol. Alors il n'y a rien de percé, moi j'ai pas fait de trou, simplement le poids de la pièce suffit. J'ai percé un trou dans le Cyporex, à travers le Cyporex, en étant le plus vertical possible, ça c'est super important. Alors c'est pas évident, mais il faut essayer de s'y tenir. Là-dedans j'ai mis un axe en métal. J'ai récupéré un bout de PER qui traînait et qui allait autour de cet axe, de cette tige en métal. Et j'ai utilisé des colliers de plombier qui permettent de guider les tuyaux de cuivre sur les murs quand vous faites de la plomberie, le tout fixé sur une planche en bois. Alors la planche en bois c'est du contreplaqué, la même chose que j'avais utilisé pour le coffrage de la dalle. Alors il faut lui appliquer une découpe par rapport à la forme interne de la voûte. Et en faisant tourner ce gabarit là et qui frottera sur le sable, eh bien ça nous donnera notre forme de dôme. Alors pour l'arc en lui-même, il y a des calculs savants, si vous voulez bien regarder, vous pourrez les appliquer. Moi j'ai été pas au plus simple mais presque. Je sais que l'arc de cercle ne doit pas être parfaitement circulaire. Il doit partir en oblique dès le départ et arriver presque à plat en haut. Moi l'impératif que je m'étais fixé c'était d'avoir une sole, la distance sommet de voûte et sol d'environ 30 cm. Parce que dans mon ancien four j'avais une sole et un sommet de voûte, la distance entre les deux était à 38-40 cm et j'avais bien du mal à faire roussir mon pain sur le dessus. Donc je me dis qu'en approchant comme les faisaient les anciens fours le haut de la voûte le plus possible de la sole, eh bien j'aurais plus de problème, et effectivement j'ai plus de problème avec ça.
Donc l'impératif que je m'étais fixé, c'était ça. Donc j'ai tracé un trait à l'horizontale à 30 cm de la pointe de ma planche. Et puis pour qu'elle roule parfaitement sur le cordon de voûte, eh bien j'ai ajouté une petite roulette fait maison. Donc c'est une vis qui est traversée, il y a des rondelles en caoutchouc, des rondelles en métal. Rien d'extraordinaire, mais c'est vrai que plutôt que d'avoir une planche qui va buter dans chaque joint de brique en bas, avoir quelque chose qui roule, ça facilite le déplacement de ce truc quand on va le faire tourner autour de notre dôme. Voilà, donc si dans la famille comme moi à l'époque de mon premier four vous avez un champion ou une championne de pâté de sable, bah, c'est le moment de l'appeler. Ils seront très contents de vous aider à ce moment-là. Donc ça c'est un album qu'on m'avait offert des photos que j'avais pris de mon ancien four. Donc vous voyez que c'est exactement la même technique appliquée à celui-là. Enfin en tout cas pour cette partie-là. Bon malheureusement ma fille aujourd'hui a 18 ans, donc elle tient plus sur le dessus du four et elle peut plus m'aider à tapisser le sable. Donc il faut que je me débrouille quoi. Alors ensuite il faut tout simplement remplir l'espace, c'est-à-dire histoire d'économiser le sable à enlever par la suite et d'en consommer le moins possible, enfin consommer, en avoir le moins possible à mettre. Vous prenez toutes les chutes de tout ce que vous trouvez, briques, polystyrène, tout ce que vous pouvez avoir sous la main, les chutes des coupes, etc. pour pouvoir remplir au maximum l'espace qui lui en même après va être recouvert de sable. Donc il faut juste faire attention évidemment que votre gabarit puisse toujours tourner, que vous ne touchez pas à un moment donné une des pièces que vous avez mis pour combler le vide. Donc voilà, il faut mettre le sable en place. Alors sable humide, comme pour faire des pâtés de sable à la plage. Moi c'est du 0,4 que j'avais, où il n'y a pas de... Prenez ce que vous avez. Et puis l'idée c'est d'avoir ça, c'est-à-dire un dôme parfaitement régulier, le plus lisse possible. Pensez bien à votre départ de voûte aussi, de tunnel pardon. Donc la partie qui va rejoindre le tunnel. Bon, ça se fait très bien à la main, en tournant, en lissant, vous enlevez l'excédent, vous en remettez là où il en manque, vous tapotez, vous tassez bien votre sable, et puis ça va bien se passer, il n'y a rien d'extraordinaire. Quand votre dôme est terminé, qu'il est bien comme il faut, vous pouvez enlever la planche, vous pouvez enlever l'axe, vous rebouchez gentiment le trou qui est au milieu. Et puis il faut le recouvrir de papier journal. Alors pourquoi on recouvre de papier journal? Eh bien ça va vous simplifier la tâche de nettoyage, c'est-à-dire quand votre voûte elle sera faite, donc vous allez ouvrir les portes du four, vous allez enlever tout ce qui est à l'intérieur, et le fait d'avoir mis du papier journal, eh bien vous n'aurez pas de sable de coincé entre les briques ou ce genre de choses. Donc il faut l'humidifier votre papier journal, et puis vous mettez 2-3 couches de papier, enfin 2-3 couches, une couche de papier journal, et vous les faites superposer les unes par rapport aux autres. L'idée c'est de ne pas avoir de sable en contact avec les briques, de manière à ne pas en avoir de coincé entre les briques. Quand votre dôme est terminé, qu'il est bien comme il faut, vous pouvez enlever la planche, vous pouvez enlever l'axe, vous rebouchez gentiment le trou qui est au milieu. Et puis il faut le recouvrir de papier journal. Alors pourquoi on recouvre de papier journal? Eh bien ça va vous simplifier la tâche de nettoyage, c'est-à-dire quand votre voûte elle sera faite, donc vous allez ouvrir les portes du four, vous allez enlever tout ce qui est à l'intérieur, et le fait d'avoir mis du papier journal, eh bien vous n'aurez pas de sable de coincé entre les briques ou ce genre de choses. Donc il faut l'humidifier votre papier journal, et puis vous mettez 2-3 couches de papier, enfin 2-3 couches, une couche de papier journal, et vous les faites superposer les unes par rapport aux autres. L'idée c'est de ne pas avoir de sable en contact avec les briques, de manière à ne pas en avoir de coincé entre les briques. Alors concernant les briques qui sont tout en bas de la photo là, donc vous voyez qu'elles ont une découpe un petit peu particulière, parce que c'est elles qui vont faire la jonction entre l'arc qu'on a créé et non pas l'arc de la porte, mais l'arc qui se trouve derrière, et le dôme. Donc vous voyez qu'elles ont une découpe un petit peu particulière. Alors ça, j'ai fait ça sur ce four là, je ne l'avais pas fait sur l'ancien, parce que sur l'ancien, un beau jour, je me suis retrouvé avec une brique qui s'est décollée au niveau de la jonction voûte-tunnel, parce que les briques que j'avais fait n'étaient pas en appui les unes sur les autres. C'est-à-dire que celles qui se retrouvaient au sommet de la jonction voûte-tunnel
elle n'était prise que par l'arrière, c'est-à-dire qu'elle était collée que par l'arrière, que par la fondulite qu'il y avait derrière, et par leur point commun entre le départ du cordon et elle-même. C'est pas facile à expliquer, mais une brique, quand elle est maintenue que par l'arrière, avec les phénomènes de dilatation, elle ne tiendra pas, elle va se décoller, elle va tomber. Donc pour ne pas avoir le même phénomène sur ce four-là, eh bien toutes les briques, rang par rang, enfin de chaque rang qui viennent se mettre en jonction avec le tunnel, elles sont en appui sur les mêmes briques mais du rang précédent. C'est-à-dire qu'elles ont au moins 3 faces de collage. Leur face externe, leur face en dessous, leur face contre le départ de cordon, et elles sont collées par les briques qui vont arriver aussi par-dessus. Donc ça, voilà, en gros, si vous voulez, ça fait encore un troisième arc. Hein, vous avez l'arc du tunnel, vous avez l'arc de jonction qu'on a vu tout à l'heure, et vous avez cet arc qui fait la jonction vraiment entre le dôme, rang par rang, et cet arc précédent. Et autre phénomène que j'ai constaté grâce à ce montage-là, alors c'était complètement, ça a été une découverte, hein, en fait, c'était pas prévu pour ça, mais vous voyez que les briques qui viennent se mettre au contact de l'arc, là, de l'arc intermédiaire, on va l'appeler comme ça, et bien ça fait un peu comme des dents. Et ces dents-là, on les retrouve aussi en dessous, à l'intérieur du four. Et du coup, alors ça fait un peu comme ce qu'on appelle, c'est un venturi, c'est ce qu'on a à l'arrière des voitures de sport, vous savez, ça fait un peu des ailettes, hein, sur le bas de la voiture. Et en fait, eh bien, la fumée, au lieu d'être canalisée vraiment au centre, et donc de partir directement en un point précis, eh bien, ça la répartit entre les briques, on va dire, entre ces dents qu'on a à l'intérieur du four. Ce qui fait que la fumée, eh bien, ça la ralentit et elle se dispatche sur la totalité de la largeur. Et donc elles sont récupérées après par l'avaloir avant de disparaître, enfin de partir dans le centre du conduit. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment le hasard total, mais c'est vrai que ça, c'est plutôt pas mal, quoi. Alors pour en revenir au dôme, au fur et à mesure que vous allez monter, à un moment donné, vous allez voir dans votre arc, les briques vont vraiment commencer à basculer, hein, pour approcher de la verticale. À ce moment-là, vous allez le sentir, hein, normalement, ça se ressent quand on les met en place, quand on les applique bien sur le dôme. Et à ce moment-là, il faudra commencer à leur appliquer une coupe en trapèze pour que elles puissent essayer de se joindre le plus possible. Alors c'est un petit peu plus long évidemment, hein, mais vous prenez une série de briques, une fois qu'elles sont coupées en deux, vous leur appliquez ce trapèze là, et du coup ça vous fera une voûte qui sera plus jointive, ça sera quand même plus joli. Sans compter qu'avec ce biseau la pose sera plus facile. Donc petit à petit le dôme, vous voyez qu'il se referme gentiment. Donc ça devient bon, hein, quand on arrive là et qu'on commence à voir le bout, c'est cool. Juste un petit truc pendant que j'y pense, quand vous en arrivez là, vous avez déjà fait pas mal de coupes avec votre disque à diamant, hein, donc faut prendre un disque à diamant lamellé, il n'y a pas besoin de prendre une marque extraordinaire, hein. Ça coupe très très bien les briques. Il peut arriver, enfin moi j'ai constaté ça, que vous lui redonnez un petit coup de jeunesse en le frottant, en le faisant pas à pleine vitesse, hein, évidemment, couper un peu du bois ou du cyporex, ça va. Enfin, j'ai constaté que les coupes d'après allaient mieux. Bon, est-ce que je me trompe, est-ce que je me trompe pas? Enfin, en tout cas, c'est un truc que j'ai constaté. Comme si ça nettoyait finalement le disque au diamant. Alors coupez pas une planche en deux avec un disque à diamant, c'est pas fait pour ça, mais juste voilà, de le frotter quand votre disqueuse, pardon, elle arrive en fin de vitesse par exemple, j'ai constaté que ça le nettoyait un peu. Alors peut-être c'est une idée, j'en sais rien. Enfin voilà, c'est juste un truc, je pense, à vous le dire. Alors autre chose aussi, je vois le pistolet à pression là qui est juste devant. Pensez bien à remouiller régulièrement. Alors vous l'inondez pas, mais vous le réimprégnez l'ensemble de votre dôme, hein. La fondulite, ça doit sécher très lentement, très gentiment. Donc régulièrement arroser avec un brumisateur, un pistolet comme ça qui envoie des fines gouttelettes tout autour sur votre ciment pour le réimbiber de temps en temps, pour que la prise se fasse gentiment. Et puis pareil pour
le papier journal, hein, à chaque fois que vous rattaquez, parce que là les photos sont étalées, mais j'ai pas tout fait ça en une seule fois, réimbibez votre journal pour qu'il reste bien plaqué au sable. Alors le dôme se refermant, on va bientôt arriver à la clé de voûte. Donc la clé de voûte, c'est la pièce centrale, hein, qui vient recevoir toutes les briques qu'il y a autour. Donc alors là, moi j'ai trouvé une astuce, je trouve qu'elle est pas mal, qui permet de créer les découpes de votre dernier rang de briques avant justement la clé de voûte. Alors comment j'ai fait? J'ai pris un papier, on le voit en haut à gauche de la photo, c'est du papier qui est utilisé souvent, on voit ça autour des bouquets de fleurs, ce genre de choses. C'est un espèce de papier, c'est pas du papier crépon, mais c'est un papier qui est assez fin, qui se chiffonne très facilement, donc qui est très souple. Et en fait, ce papier là, je l'ai enfoncé au milieu du dernier rang de briques. Donc je l'ai fait descendre gentiment autour des briques, jusqu'à aller au contact du papier journal et donc du sable. Et après, avec un crayon, j'ai poussé vraiment ce papier là dans les angles entre le dernier rang de briques et le sable, et j'ai fait un tracé, ce qui m'a donné le tracé que vous voyez tout autour des pièces numérotées. Et après, j'ai reporté ce tracé là sur une feuille de papier. Au centre de la feuille de papier, j'ai mis ma clé de voûte, et j'ai fait les radians, hein, c'est-à-dire les pièces, les traits que vous voyez tout autour, qui séparent les numéros. Alors pour reporter le tracé que j'avais fait sur la feuille de fleuriste, allez, on va dire ça, c'est tout bête, hein, vous mettez vos deux feuilles A4 scotchées ensemble en dessous, vous posez votre feuille par-dessus, et à chaque extrémité de segment, vous traversez la feuille avec votre pointe de stylo, ce qui fait que ça va créer un repère sur les feuilles A4 qui est en dessous. Il n'y aura plus qu'à les rejoindre, comme font les gamins dans les livres de coloriage, avec des points numérotés. Alors la clé de voûte, juste pour la petite histoire, j'ai choisi de prendre une brique rouge, tout le reste étant brique léopard, donc orange, celle-là elle est rouge. Donc le bas de la brique, on voit à peine, ça se voit pas beaucoup sur la photo, est circulaire, c'est-à-dire que c'est vraiment bien rond. Et le haut de la brique, volontairement, je l'ai laissé à sa pleine taille, ce qui fait que ça me fait une sorte de bouchon, on va dire, conique, ce qui fait que ça me garantit que ma clé de voûte va pas tomber au milieu du four. On n'est jamais, normalement ça peut pas tomber, c'est pas possible, mais bon, pour assurer le coup, voilà. L'intérêt de numéroter après les petits papiers, c'est qu'on va les découper et qu'on va s'en servir de patron pour avoir nos découpes exactes au niveau des briques. Alors pour rentrer un petit peu plus dans le détail de cette histoire de gabarit, j'ai préféré vous faire un tracé. Donc le tracé rouge, celui-là il est fait par report du tracé qui a été fait sur le papier de fleuriste. D'accord, donc vous piquez la feuille, ensuite vous faites le tracé rouge simplement en reliant les points entre eux, et puis après vous faites votre tracé vertical horizontal, donc ça c'est les lignes oranges, et après tous les points que vous avez fait à travers la feuille, vous les reliez à votre centre, vous positionnez par-dessus la pièce qui deviendra votre clé de voûte, et après vous faites le tracé bleu. Alors les espaces en gros entre les tracés bleus, ça fait à peu près 1 cm, mais c'est simplement que vous faites votre tracé autour de votre clé de voûte, et du coup ça vous donnera chaque pièce numérotée. Après bon, il faut les numéroter, hein, n'oubliez pas ça. Et surtout quand vous allez les découper, ayez toujours votre face numérotée au-dessus de votre découpe. Comme ça vous reportez après comme un patron, comme avec un patron, vous reportez votre tracé sur la brique que vous allez découper. Ce qui fait qu'après, vous n'aurez plus qu'à refaire ce montage-là directement sur le four. Donc, ici, on a découpé donc les petits morceaux de papier numérotés, et du coup, on reporte ça sur la brique, et il n'y a plus qu'à couper. Alors faites gaffe, plus ça va, plus les découpes se font sur des pièces petites, donc attention à vos doigts,
Prenez toutes les précautions nécessaires à ne pas vous esquinter, hein. Les mains c'est utile. Pas de gants normalement, hein, c'est ce qui est recommandé hein, quand on utilise des outils comme ça avec des disques tournants, pas de gants parce que ça peut s'accrocher dedans et faire plus de dégâts que prévu. Et pareil, faites attention, pas de blouse ou de vêtements amples, hein, parce que si jamais ça s'accroche là-dedans, c'est du vécu en tout cas d'un copain, ça fait très très mal, hein. La machine ne s'arrête pas et elle se prend dans les vêtements et voilà ce que ça peut faire en dégâts de ce qu'il y a derrière le vêtement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez bien compris. Donc voilà ce que ça donne une fois repositionné tout ça. Alors il y aura des ajustements, des petits coups de ponçage, des petites choses comme ça à faire évidemment pour que ça s'ajuste parfaitement. Ça va pas rentrer du premier coup, hein. Il faut surtout bien, quand vous les remettez une par une, bien les plaquer les unes contre les autres pour avoir le moins d'espace possible. Alors là les ajustements sur le haut dessus sont pas nickel parfaits, mais on s'en fiche, c'est pas ceux-là qui doivent être importants, c'est au contraire ceux-là doivent être assez espacés pour que la fondulite puisse bien descendre entre chaque élément, chaque brique. Là où ça compte, si vous voulez avoir une belle voûte à l'intérieur, et bien c'est les ajustements qui sont en bas. C'est pour ça que le tracé du papier de fleuriste là, on l'a bien fait en étant poussé au fond et en bas. C'est là que les ajustements doivent être le mieux possible pour que ce soit joli. Les deux briques que vous avez à l'avant, vous voyez, elles ne sont pas de la même hauteur que les autres, tout simplement parce que je suis tombé en rupture de briques. J'avais plus de briques, je suis arrivé au bout. Donc du coup, j'ai dû ruser et en couper une en deux. Donc bien sûr, toute cette zone-là va être remplie avec de la fondulite et des petits morceaux de briques. Donc j'aurai quand même mon inertie, enfin mon accumulation de chaleur à cet endroit-là. Mais voilà, pour vous dire que vraiment, je suis tombé pile. Il m'en aurait fallu une demi de plus et j'étais bon. Bon bah voilà, c'est comme ça arrive. Voilà, le dôme est terminé. Donc quand on est là, on souffle un grand coup, on va prendre une bière. Voilà, donc le dôme est recouvert, c'est terminé. C'est la partie la plus longue, hein, c'est la plus fastidieuse, hein, la création du dôme, parce que c'est assez répétitif, mais une fois qu'on l'a fait, on est bien content, parce que l'étape d'après, ça va être d'ouvrir les portes du four, une fois que ce sera sec évidemment, et de vider tout le contenu du four, et c'est là qu'on va pouvoir découvrir la voûte et le travail qu'on a fait, quoi. La voûte est sèche, alors bon, 24-48 heures, hein, ça suffit, hein, il n'y a pas besoin d'attendre plus longtemps que ça. Donc là, vous pouvez appeler les enfants, en général ils sont contents de faire ça, d'évacuer le sable et d'évacuer les morceaux, de gratter là-dedans. Alors avantage aussi par rapport à ça, comme moi j'ai pu passer une brouette carrément en dessous le four, hein, une brouette où je sais plus ce que j'avais mis, une caisse, quelque chose d'assez gros, et en tirant le sable, ça tombe par le chemin qu'emprunteront les cendres, et du coup on peut évacuer ça facilement et rapidement par le dessous. Voilà, donc petit à petit on enlève le sable, les morceaux. Faites attention quand vous avez des gros morceaux, hein, pas heurter non plus trop violemment les briques que vous avez de chaque côté, c'est dommage de les casser. Et puis vous voyez que le papier journal a bien maintenu au propre les briques sur leur face intérieure. On n'a pas, comme on avait un retrait de fondulite, on n'a pas de tâche à nettoyer, pas de béton à nettoyer, à gratter. Alors il y en a plein qui disent ça sert à rien, puisque de toute façon quand on va faire un peu de dents, tout va noircir et puis ça se verra plus. Mais oui, mais quand on arrive à 500 degrés, on a une belle voûte bien propre, hein, puisqu'elle se nettoie par pyrolyse, elle redevient telle qu'on la voit sur les photos là. Et c'est toujours agréable d'avoir quelque chose de propre, une belle voûte à l'intérieur, c'est toujours appréciable. Donc voilà, le papier a bien servi à ça. Prenez pas, tiens, en passant pendant que j'y passe, prenez bien du papier journal et non pas des prospectus, parce que les prospectus dans le glaçage, il y a une espèce de colle et c'est très difficile à gratter, à décoller, ça s'en va pas bien, alors que le papier journal, lui, il a pas ce truc là et du coup il se décolle tout seul, même par gravité, hein, pratiquement, et comme il est encore un peu humide, il s'en va tout seul, alors que les prospectus c'est plus compliqué. Voilà, donc là on a pratiquement tout évacué, donc on voit quand même malgré tout, même en ayant mis du retrait au niveau de la fondulite, on a quand même des endroits où c'est passé. Alors c'est des petites chics, hein, ça s'en va tout seul, hein, avec un tournevis, ça part tout seul. On voit aussi en haut, vous voyez, j'avais quelques briques, quelques papiers numérotés qui étaient restés collés aux briques, je les avais laissés dessus, comme ça on voit bien l'idée du truc. On voit aussi sur vraiment tout en haut de la photo cette espèce de diffuseur là,
Alors c'est pas prévu, hein, c'est vraiment le hasard, mais le fait est que ça casse la vitesse d'échappée de la fumée. Du coup, on a une meilleure accumulation de chaleur qui se fait au-dessus, et surtout ça répartit les fumées qui vont sortir à cet endroit-là dans la valoir. C'est-à-dire que toute la largeur de la valoir va être remplie rapidement de fumée, plutôt que ça passe tout droit, trop vite, et que ça sorte par la gueule du four. Bon, je vous dis, c'est le petit plus, hein, vraiment découvert par la suite. Et puis, oui, autre chose, vous voyez qu'au centre, sur la clé de voûte, je m'étais amusé à graver avec une Dremel un épi de blé. Bon, c'est juste de la déco, hein, ni plus ni moins. Par contre, je l'ai pas fait assez profond. Donc, si vous voulez faire ce genre de petits trucs, de petits détails, n'hésitez pas à creuser en profondeur. Il faut au moins que ça fasse 1,5 mm, 2 mm de profondeur. Parce que là, honnêtement, ça se voit presque pas. Dans mon ancien four, c'était marrant d'ailleurs, parce que le fait d'avoir creusé cette surface là, ça le rendait pas lumineux, je ne veux pas exagérer non plus, mais quand on arrivait à température de pyrolyse, ça donnait un effet pas éclairé non plus, hein, c'est trop fort comme mot, mais ça faisait son petit effet à l'intérieur. Voilà, et puis après il y a un bon coup de nettoyage à faire, et puis c'est fini pour la voûte. Bon, alors là c'est juste pour le plaisir, hein, la petite bougie au fond, histoire de voir un petit peu la couleur que ça donne une fois que c'est bien propre, bien nettoyé. Alors vous voyez aussi sur les côtés de l'ouverture, hein, enfin du dôme, hein, la jonction dôme avec le tunnel intermédiaire, on va dire, elle n'est pas fermée sur les côtés. Donc ça viendra par la suite. Malheureusement, je crois que j'ai pas fait de photo, et en fait je bouge ça avec deux briques, une de chaque côté, enfin deux demi-briques, mais coupées dans la longueur. Et ensuite c'est bétonné, oui, c'est chargé en fondulite, hein, pour bien bloquer l'ensemble et venir complètement fermer de chaque côté le tunnel. Alors au niveau de la voûte, au niveau de la coque, on va dire, c'est terminé. Il ne faut pas hésiter après, alors là c'est la première couche, hein, que vous voyez à l'écran, mais il ne faut pas hésiter à multiplier les épaisseurs, alors pas à l'infini non plus, mais disons que plus vous allez mettre d'épaisseur de fondulite sur votre voûte, déjà ça va la charger, ça va lui faire du poids dessus, hein, une voûte ça tient bien quand c'est chargé. Moi ce que je vous conseille, c'est de faire, on va dire, une ou deux couches de fondulite, recouvrir avec du grillage à poule, et ensuite moi ce que je fais, c'est que je refais encore une ou deux couches, mais de mortier chaud, de mortier à la chaux par dessus, ce qui fait que ça me rajoute, on va dire, allez, 3-4 cm au total de charge de fondulite par dessus, de fondulite et de mélange à la chaux par dessus ma voûte. Ça consolide et ça rajoute de l'inertie, c'est-à-dire ça stocke encore une partie de la chaleur. Alors le rôle du grillage à poule, c'est une sorte, ça arme le béton, hein, comme on ferait une dalle armée, et ça va empêcher ça va limiter la fissuration de votre couvrement de dos. Alors si vous isolez pas tout de suite, hein, le dessus, vous affolez pas, hein, même à la fin du dérumage, hein, vous aurez forcément, il y a de grandes chances que vous ayez des petites fissures qui apparaissent sur votre dôme. Ça n'impacte absolument pas la durée de vie de votre four. Bon, évidemment, si vous commencez à avoir des fissures et que vous pouvez rentrer la main dedans, alors là il faut se poser la question de savoir si les briques sont bien posées, s'il n'y a pas un défaut dans la conception là, ce coup-là. Mais enfin bon, il y a des très vieux fours, hein, qui tournent depuis des années et des années, avec des fissures assez importantes, et qui se sont creusées, on va dire, au fur et à mesure des chauffes, mais ça limite pas le fonctionnement de votre four. Alors, comme vous avez pu le remarquer sur les 2-3 dernières photos qui sont apparues, vous avez vu que j'avais commencé la mini cheminée qui repose au-dessus du tunnel. Alors, donc moi l'évacuation elle se fait par là. Je l'ai superposé au trou que j'avais créé dans le tunnel. Mais cette petite cheminée là doit être légèrement en retrait par rapport à la façade de mon four, par rapport à la façade du tunnel. Pourquoi? Parce que cette cheminée là, une fois que le four sera terminé, elle sera recouverte d'un enduit blanc, et je ne veux pas qu'elle se voie. Donc du coup, je l'ai mis légèrement en retrait. Vous voyez, au niveau du trait bleu, elle n'est pas alignée à la façade du four. Et du coup, comme les briques font 22 et puis que j'en utilise 22, eh bien je vais dépasser un petit peu sur l'arrière du tunnel.
Donc pour supporter cette zone là et puis renforcer aussi à cet endroit là, eh bien j'ai mis une petite brique vous voyez, qui est symbolisée en rouge là, et elle est recouverte d'enduit tout pareil. Donc vous voyez pareil, hein, la charge d'enduit ça remonte bien au-dessus de la jonction entre le dôme et le pré-tunnel, enfin enfin l'arc qui est en dessous de cette fameuse petite brique rouge. Alors pour en finir sur la partie arrière, vous voyez que les côtés maintenant sont bouchés. Donc il y a une brique en longueur à cet endroit là, mais qui est taillée un peu en triangle pour venir s'engager pile à la jonction du dôme et du pré-tunnel, on va dire. Et puis après c'est chargé, recouvert de fondulite à cet endroit là, pour bien fermer l'étanchéité à cet endroit là. Alors concernant la petite cheminée, on va dire, moi je lui ai rajouté un petit clapet. Alors le clapet, pourquoi? Parce que moi je vais faire cuire du pain dedans et des viennoiseries. Alors les pizzas ça pose pas de souci puisque le feu il reste dedans, on pousse les braises au fond et on amène les pizzas ou les plats à faire cuire directement dessus, enfin devant, sur la sole, mais devant les braises. Par contre quand on fait du pain il faut enlever toutes les braises qu'il y a dans le four et fermer les portes et enfin une fois après que vous ayez enfourné évidemment vous fermez les portes. Mais si vous n'avez pas de clapet, vous risquez d'avoir une déperdition forte au niveau du conduit de cheminée. Donc simplement en rajoutant un clapet comme ça, vous coupez le tirage, ce qui fait que la chaleur va bien rester emprisonnée dans le four. Donc pour faire le conduit de cheminée en lui-même, vous voyez c'est des briques, hein, c'est deux briques, j'ai dit 22 tout à l'heure, mais c'est deux briques face à face. Qui sont taillées en cercle au diamètre du tube inox qui va s'engager dedans. Donc chaque brique fait 11 cm de largeur. 11 et 11, 22, plus 1 cm ça fait 23, donc on peut y engager un tube de 160, ça pose aucun problème. Alors comment faire pour tailler les briques en rond? Déjà vous faites votre tracé sur la brique, alors c'est pas compliqué ça, vous prenez vos deux briques, vous mettez le tube inox en face, vous mettez un joint d'écartement, enfin vous prévoyez une petite cale d'1 cm entre chaque brique, vous posez votre tube inox dessus, vous tracez, et après vous attaquez à la disqueuse sur le côté de la brique, en faisant des saignées, on va dire, côte à côte. Vous démarrez sur des petites saignées d'un côté. Quand vous allez arriver au centre du cercle, vous allez enfoncer votre disqueuse bien plus profond. Et vous revenez sur le côté. Après, tous les petits morceaux se cassent comme des dominos. Et après, avec le disque à plat, vous pouvez parfaire l'arrondi, hein, simplement en faisant épouser la pré-découpe que vous venez de faire au disque de la disqueuse. Alors ça se fait très bien, hein, il suffit de passer plusieurs fois et à ce moment-là ça va vous limer de manière bien ronde vos briques. Et ensuite vous les positionnez pour faire un conduit cylindrique au niveau de la cheminée. Concernant le clapet, c'est un disque en aluminium que j'ai récupéré d'une tôle que j'ai découpé à la forme du trou. Alors faites attention, c'est pareil, c'est des ajustements, hein, ça prend un peu de temps de faire ça. Et puis concernant l'axe qui vient faire pivoter ça, c'est un peu comme un axe de carburateur, hein, un volet de carburateur. J'ai acheté un tube de diamètre 10, une tige carrée qui rentrait dedans. Et en fait, dans les épaisseurs des briques devant et derrière, de chaque côté du papillon, vous avez un tube. Et pour manœuvrer le volet, vous avez un tube carré dans lequel j'ai percé deux trous. Et là, j'ai mis qui traverse donc ces tiges carrées et le petit papillon, le volet, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. Vous avez une vis, un système vis-écrou classique pour fixer le volet sur la tige carrée. Donc une fois que vous avez positionné votre clapet, vous pouvez positionner donc le tube en inox, hein, enfin l'évacuation de cheminée. Alors la liaison, l'étanchéité à cet endroit là, c'est tout simple, hein, vous prenez de la colle à béton cellulaire, hein, c'est parfait pour faire ça. Ça bouge pas, ça fissure pas, c'est très bien, ça se colle parfaitement bien à l'inox et à la brique, donc c'est parfait pour faire la jonction. Ça craint pas la chaleur, c'est très bien. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer ce qu'on appelle le dérumage. Donc vous pouvez commencer à faire des petits feux dedans. Alors un truc tout bête, moi j'ai commencé avec des bougies, vous savez, les bougies de chauffe-plat ou les petites bougies de déco qu'on a.
Donc il faut vraiment commencer très très bas, hein, par vraiment des tout petits feux, du papier, des choses comme ça. C'est super important, il faut y aller tout doucement pour pas fissurer votre four. Alors l'explication elle est toute simple, mais si on l'a pas, enfin, ça permet de comprendre pourquoi il faut y aller tout doucement. Euh, Pendant tout le temps de la construction de votre four, vous l'avez chargé en eau. Donc les briques sont pleines d'eau, puisque vous les avez trempées avant de les poser, vous avez arrosé la fondulite elle-même a de l'eau à l'intérieur. Le sable était humide, enfin bref, tout ça c'est chargé de flotte. Et donc si vous faites des feux dès le départ qui sont trop forts, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien vous allez mettre en ébullition l'eau qui se trouve dans les briques, à l'intérieur des briques, à l'intérieur de votre construction. Et l'eau qui bout, hein, vous savez que ça s'expanse, et donc vous risquez de faire éclater, de fissurer l'ensemble du four. Donc le dérumage c'est ça, c'est le fait d'y aller tout doucement, de faire des chauffes successives de plus en plus fortes, mais encore une fois il faut y aller très 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 lentement. Vous pouvez allumer pratiquement dès le départ, hein, mais vraiment des tout petits trucs. L'idée des petites bougies, les petits chauffe-plats, c'est que ça crée une toute petite chaleur quand même à l'intérieur, tout doucement à l'intérieur. Donc vous en mettez une au départ, peut-être deux le lendemain, trois le surlendemain, et ainsi de suite. Il y en a d'autres, j'ai vu aussi qui mettaient des radiateurs électriques ou des résistances électriques. Donc effectivement, ça vous permet de gérer très bien la chaleur, de le faire tout doux au départ et augmenter petit à petit par la suite. Jusqu'à ce que votre four soit bien sec. Alors, il y a un indicateur qui est pas mal quand vous voulez savoir, vous avez quand même un doute à la fin, mettons que ça fait 15 jours, 2 semaines que vous faites des feux successifs à l'intérieur. Vous mettez votre main à la verticale à l'intérieur et dans l'entrée du four, dans le passage des fumées. Et vous allez voir, au début, votre main elle va être trempée. Si votre four est pas sec, votre main elle va être vraiment trempée. Un autre truc que vous pouvez faire aussi, si vous avez un clapet comme ça, moi ce que je faisais, c'est que je fermais le clapet. Et effectivement, les fumées étant bloquées, elles sortaient à l'entrée du four. Alors faites pas ça pendant 10 minutes évidemment. Mais si les fumées sont chargées d'humidité, et bien à ce moment-là, le bâti de la porte va tout de suite ruisseler. Alors ruisseler ou tout du moins s'embuer, hein. Voilà, je profite aussi de cette photo là parce que on voit déjà les briques triangulaires, hein, qui venaient fermer, on les voit, hein, on en voit une sur la gauche, donc qui viennent fermer la jonction dôme et arc arrière, on va dire. Donc voilà, elles sont à la verticale, donc ça fait deux diagonales, une de chaque côté. Et puis deuxième point qu'on voit bien sur cette photo là, vous voyez qu'il y a une différence de hauteur entre la hauteur de ma sole et la hauteur de la foyer qui se trouve devant. La foyer, c'est les briques qui sont posées à l'horizontale et qui viennent recevoir le bâti de la porte. Alors ça c'est un truc qui est intéressant parce qu'aujourd'hui si vous trouvez une vieille porte de four à bois comme la mienne, c'était fait pour des fours à bois qui étaient beaucoup plus imposants que les nôtres aujourd'hui. On va dire que la porte que j'ai là, elle pouvait très bien aller sur un four qui faisait au moins 110-120 de diamètre. Le problème, vous savez que vous avez un rapport de hauteur entre la porte et la hauteur du dôme, la hauteur interne du dôme. Donc ça c'est une petite astuce qui vous permet, si vous avez une porte qui est trop haute, eh bien d'avoir quand même ce rapport là, c'est-à-dire que vous descendez la position de la porte et vous maintenez la hauteur de votre dôme derrière. Donc moi avec ce système là, j'ai une porte qui fait 36 cm de haut, je crois, à son point d'apogée, hein, au plus haut, et ma hauteur de voûte, pardon, entre la surface de la sole et la surface interne du dôme, j'ai 30 cm. Donc ça c'est si j'avais mis mon bâti de porte et ma foyer donc du coup au même niveau que ma sole, eh bien la chaleur se serait sauvée trop vite. C'est-à-dire qu'il faut, avant que la chaleur ne s'en aille par le conduit de cheminée, il faut absolument qu'elle reste un certain temps quand même dans le sommet du four pour le chauffer, pour maintenir cette chaleur là. Si votre dôme se trouve plus bas ou à la même hauteur que votre tunnel, eh bien la chaleur va s'en aller tout de suite, quoi. Elle va pas être stockée dans la partie supérieure du dôme. Donc voilà, ça c'est pas mal, c'est une petite astuce qui vous permet, si vous avez une porte qui est trop grande et que vous voulez avoir une voûte relativement basse,
30 cm c'est pas mal, hein. On va dire que de 30 à 38 on est bien. Au-delà c'est un petit peu plus compliqué quand vous voulez faire du pain pour faire cuire le haut de votre pain. Enfin c'est ce que j'ai rencontré en tout cas sur le premier four et que je n'ai plus maintenant. Donc voilà, cette petite astuce là ça peut vous servir. Alors quand votre four est bien sec, hein, que vous avez constaté que votre dérumage est terminé, hein, il n'y a plus d'humidité nulle part, etc., bah, vous pouvez monter, on va dire, à pleine charge, pleine puissance, pour atteindre la première pyrolyse. Donc au début, pendant tout le processus, vous allez faire votre dérumage, bah, votre magnifique voult va devenir de plus en plus noire, chargée de suie, et dès l'instant que vous allez atteindre la pyrolyse, donc 550 degrés, et ben vous verrez, vous constaterez que la voûte s'auto-nettoie et revient comme quand vous l'avez construite, hein. Donc ça c'est très agréable de voir ça, et c'est un très bon indicateur aussi. Vous savez que là votre four est à température maximum, on va dire, vous pouvez commencer à cuire vos pizzas. Alors l'idée, je vais pas rentrer dans tout ce qui est cuisine, hein, parce que là la vidéo est déjà largement assez longue, mais l'idée c'est d'étaler les braises, attendre un petit peu que la chaleur se répartisse, vous repoussez le tout au fond, vous passez un coup d'écouvillon de brosse, on va dire, sur votre sol, et vous pouvez enfourner les pizzas. Alors à l'issue de la pyrolyse, ça y est, vous pouvez commencer à cuisiner dedans, votre four est opérationnel, ça marche, il n'y a pas de souci. Moi je vous conseille de faire quelques flambées, etc., voir comment la coque se comporte dans le temps, et puis après il faudra passer à l'isolation. Donc là il faut recouvrir l'ensemble de laine de verre, de laine de roche si vous en avez. Alors les anciens, eux, ils recouvraient en général de sable, hein, ils remplissaient de sable, donc ça leur permettait de gagner en inertie. Et puis je me suis toujours posé la question, savoir s'il fallait pas mieux mettre du sable plutôt que de l'isolant. Des discussions avec les anciens, ils me disaient tout simplement que à l'époque la laine de verre, tous ces isolants, etc., là n'existaient pas. Donc ils faisaient avec les matériaux qu'ils avaient sous la main, et souvent c'était du sable. Aujourd'hui on a des isolants qui sont bien plus performants que ça. Le mieux, voilà, c'est de la laine de roche, hein. Si vous avez la laine de roche, moi j'avais de la laine de verre. L'avantage de la laine de roche, c'est qu'elle va pas s'affaisser dans le temps. Moi j'ai mis de la laine de verre, je vais essayer de multiplier les couches, on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, donc une fois que ça c'est fait, une fois que votre isolation est faite, votre four au niveau fonctionnement, il est prêt, hein, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Donc le mien, moi, il n'est pas terminé, hein. J'ai encore l'habillage, les côtés sont faits, hein, par rapport à cette photo là, le Syporex de chaque côté. Donc moi j'ai fait un habillage en Syporex pour fermer les côtés et la façade du four. Ensuite je vais sûrement faire peut-être des meubles au-dessus pour pouvoir ranger un petit peu le matériel du four. L'ensemble va être, je pense, recouvert d'un enduit rustique blanc à base de chaux, ce genre de choses. En bas je vais faire un bâti en bois et mettre des portes à volets, hein, de type volet, ce genre de choses. Mais bon voilà, l'idée c'était pas trop la déco, puisque ça c'est à vous de le faire, c'est selon votre ressenti, les matériaux que vous avez, ceux que vous connaissez utiliser, vous savez utiliser, etc. Et puis aussi en fonction de l'environnement que vous voulez créer chez vous, à l'endroit où vous mettez votre four. L'idée de cette vidéo, qui est déjà largement assez longue comme ça, c'est tout le principe de montage du four. Encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais on va dire que j'ai pris énormément de renseignements, autant pour créer mon premier four que pour faire mon deuxième. Et du coup l'idée c'était de partager avec vous ça. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que si vous avez l'envie de créer, d'avoir un four comme ça, allez-y, faites-le. C'est un truc qui est certain, c'est que vous ne le regretterez pas. Les gens qui viennent chez vous et qui participent à faire les pizzas, vous êtes 8, vous mettez 8 pâte à pizza, les gens vont faire leur pizza avec les ingrédients que vous aurez préparés à l'avance, prédécoupés, etc. Et vous allez voir, c'est une fête, hein, vraiment, les gens adorent ça. Sans compter, donc ça c'est pour les pizzas, mais vous pouvez faire aussi tout ce qui est pâtisserie dedans, tout ce qui est pain au chocolat, le pain, tout ce qu'on peut faire dans un four. Honnêtement, moi je cuisinais pas trop, et depuis que j'ai ce truc là, je me renseigne sur les techniques, comment faire des pains au chocolat, comment faire des croissants, etc. C'est moteur, quoi, ça vous fait avancer sur ce plan là. Et un dernier truc aussi, c'est un truc tout bête, mais vous savez, il y a des plats, je vais vous mettre l'eau à la bouche, moi ça y est, je l'ai déjà.
Il y a des plats où on dit les petits salés aux lentilles, la choucroute, tous ces plats-là, vous savez qu'ils sont meilleurs, on dit ils sont meilleurs réchauffés. Et bien avec ce principe de four à cuisson lente, l'avantage c'est que vous avez le goût de ces plats-là tout de suite, dès le départ. Au premier service, ils ont le goût comme s'ils avaient été réchauffés. Alors, la mécanique est très simple. Par exemple, quand on fait des repas sur un week-end, le soir, le samedi soir, on va faire par exemple des pizzas. Et comme le four va être chaud, dans l'après-midi, on aura préparé un plat en cocotte. Vous le mettez, une fois que les braises sont enlevées, etc., vous mettez votre cocotte dedans. Et le lendemain midi, vous ouvrez les portes du four, vous prenez des gants, parce que même s'il n'y a plus de feu dedans depuis un bon moment, les plats sont très chauds. Vous sortez ça, vous mettez ça à table et vous vous régalez. Enfin, concernant les pièces de viande type côte de bœuf, ce genre de grosses pièces de viande là, vous pouvez les mettre directement sur la sole, hein. Vous nettoyez bien votre sol, vous passez un coup d'écouvillon. L'écouvillon c'est une sorte de serpillière, donc vous prenez une serpillière qui ne va servir qu'à ça. Faites attention quand elle est sèche, votre serpillière, c'est tout bête, hein, secouez-la bien comme il faut dehors avant de la rincer, de l'essorer, parce que ça bouge très rapidement les siphons. Ça c'est une expérience que j'ai eue. Voilà, secouez bien pour la dépoussiérer un maximum dehors avant de la remouiller, de l'essorer, etc. pour laver un coup votre sol. Et j'en reviens pour les pièces de viande, donc des grosses pièces de viande comme ça, vous pouvez les mettre directement sur la sole. Oui, ça va la tâcher quand la cuisson va se produire, mais il suffira lors du feu suivant, ou même si vous avez encore de la braise au fond du four, vous réétalez votre braise là où la viande a cuit. Vous allez avoir un effet de chaleur qui va nettoyer complètement votre sol. La poussière descendre va se charger de graisse et votre sol restera propre malgré tout. Ça c'est toujours une hésitation. Moi les premières pièces de viande je les ai faites dans des plats, ça sert à rien, il vaut mieux les faire directement avec la cuisson sur la pierre. Voilà, puis je vais en finir sur cette vidéo là parce que sinon je pourrais en parler pendant 2 heures. Allez-y, voilà, si vous avez envie de faire ça, faites-le. Si vous bricolez un peu, ça n'a rien de sorcier, il y a quelques petites étapes à respecter, des choses comme ça. Vous prenez pas non plus trop la tête là-dessus, et voilà, souvent ce qui ressort, c'est les gens ont peur de faire des bêtises. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un four à bois, ça se construit pas en 2 jours, quoi. Donc il y a plusieurs étapes. Vous avez la dalle inférieure, vous avez le socle, vous avez la dalle intermédiaire, etc. Donc tout ça, ça prend plusieurs jours. Donc vous risquez pas de faire une bêtise comme ça accidentellement. Chaque étape, ça va vous permettre de préparer l'étape suivante finalement. Comme c'est assez long à faire, comme ça s'étale sur plusieurs jours, plusieurs semaines, eh bien vous avez le temps de prendre des informations, vous avez le temps de vous renseigner pour les étapes d'après. Et du coup, évitez de faire des bêtises. Le gros conseil que je peux vous donner, c'est de prendre un maximum de renseignements. Maintenant vous avez internet, vous avez des vidéos comme celle-ci, vous avez des forums, vous avez, je redis encore le forum au four à pain, je mettrai un lien en dessous de la vidéo quand j'aurai appris comment on fait, parce que ça c'est pas un truc que je maîtrise encore, les vidéos, voilà, vous avez plein de sources, plein d'endroits, plein de questions que vous pouvez poser, vous aurez toujours des gens à vous répondre, parce que moi j'ai été très surpris en si peu de temps qu'on soit autant sur le site, sur la page Facebook Construction Four à Bois. Ça intéresse des gens, vous avez des gens qui ont de l'expérience, qui peuvent vous renseigner, vous avez des sources de partout, donc profitez-en, construisez-le, faites-vous plaisir, parce que c'est rapide, ça va vite malgré tout, hein, et puis surtout prenez du plaisir avec, vraiment c'est un super truc, quoi. Allez, ciao à tous.